que des cardiologues dans l'audience. Il y a aussi des généralistes, il y a des non-cardiologues, des spécialistes non-cardiologues, mais il y a aussi des médecins, des pharmaciens, des dentistes, il y a aussi des infirmiers, un petit peu de tout le monde. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Donc, voilà. Donc, et puis, je profite de cette occasion avant de commencer pour rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent un petit peu dans le domaine de la santé et qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont travaillé énormément. Mon ami le professeur Haikal, il en sait un petit peu quelque chose. Et donc, on voudrait leur rendre hommage à travers ce webinaire, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les aides-soignants, un petit peu tout le monde. Encore une fois, un grand merci à ce personnel. Alors, au nom des membres du comité de l'AMCA, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. C'est un débat, donc on l'a nommé un débat exceptionnel, vous allez savoir pourquoi, parce qu'on a avec nous deux éminents experts en la matière en infectiologie. Et puis voilà, donc c'est le moment. Donc on a vu qu'après maintenant 5 mois du début de cette maladie et après 3 mois, presque 3 mois de ce confinement, on a vu qu'il était important, intéressant de faire le point sur cette maladie qui a fait beaucoup de ravages, qui a fait beaucoup de dégâts autour d'elle, que ce soit sur le plan santé, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social. Et voilà, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Malheureusement, on n'a pas la réponse à toutes les questions, mais on va essayer d'avoir un maximum de réponses avec nos invités. Alors, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, auxquelles on ne peut pas répondre, mais il y a des choses qu'on sait, malheureusement. On sait que 5 millions de personnes sont contaminées jusqu'à présent. On sait que 325 000 décès sont décédés jusqu'à présent. C'est énorme, c'est beaucoup. Je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est l'exemple qui me frappe à chaque fois. Et je trouve que c'est un petit peu scandaleux. 1,5 million de personnes contaminées pour 93 000 décès. Je trouve que c'est énorme pour un pays développé, pour un pays où le système de soins, certes, où il y a beaucoup d'inégalités, mais c'est un système de santé qui est très élaboré. Et aussi, un chiffre qu'on connaît, c'est que le tiers de la planète, malheureusement, a été confiné, a été mis à l'arrêt pratiquement à un certain moment de l'évolution de cette maladie. Voilà, donc il y a beaucoup de questions. Vous avez posé beaucoup de questions, mesdames et messieurs, et mes chers confrères. Ces questions qui étaient vraiment des niveaux très relevés, on va les voir ensemble, on les a regroupées pour stratifier, pour structurer un petit peu notre débat. Et voilà, donc ces questions auxquelles nos deux éminents invités vont pouvoir répondre. Alors, nous avons bien entendu le professeur Philippe Parola, qui est professeur d'infectiologie et de maladies tropicales. Il est à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Il est auteur de plusieurs publications, pratiquement 500, un peu plus de 500 publications dans des revues prestigieuses. Monsieur Parola est aussi médecin-chef d'une unité, d'un service qui hospitalise un petit peu les urgences et les maladies infectieuses aiguës. Il a à son actif plusieurs titres, plusieurs prix et plusieurs distinctions. Il est expert international au niveau des rickettsioses. Bref, s'il fallait que je présente tout son CV, il me fallait peut-être une demi-heure pour faire cela. En tout cas, on te remercie beaucoup, Philippe, d'avoir accepté notre invitation et tout le monde est ravi de t'avoir parmi nous. Nous avons aussi parmi nous le professeur Ja'far Haikal, que tout le monde connaît, qui est professeur de médecine, professeur de maladies infectieuses et professeur aussi en épidémiologie. Il est expert désigné dans plusieurs études, dans plusieurs protocoles et travaux, que ce soit en politique de santé, que ce soit en économie de santé au Maroc. Il est auteur de plus de 200 publications aussi et il a été vice-doyen de la faculté de médecine UM6SS et il est actuellement à la tête d'une structure, d'une clinique qui est dédiée Covid positive
et il travaille d'arrache-pied avec un certain nombre de personnels pour le bien-être de ces patients qui sont atteints du Covid positif. Alors, sans trop tarder, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Donc, déjà, pour mettre un petit peu les gens dans le bain, on voudrait demander, Philippe, quelle est la situation actuelle dans le monde concernant le corona? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Alors, merci déjà, hein, chers amis, de me faire participer à ce séminaire. D'une part, pour l'attachement que j'ai à la Méditerranée en général et aux pays de la Méditerranée. Et ça me permet également de me réconcilier, enfin que le Maroc se réconcilie avec moi, tout simplement parce que mes amis marocains s'en souviennent. L'été dernier, j'ai été refoulé à la frontière du Maroc, mais c'était ma faute. J'avais oublié le passeport de ma fille de 8 ans. Et les règles ont été strictement appliquées. Je suis donc reparti à Marseille. C'est ma faute, comme me l'a dit, mais tout va bien Ce depuis. n'est pas partie remise, on refera ça. J'espère. Donc, plus sérieusement, est-ce qu'il faut être inquiet? Alors, en termes de ce que je vais dire, je parlerai essentiellement de ce que nous avons fait à Marseille, qui était d'ailleurs pas forcément ce qui était recommandé par les autorités sanitaires de mon pays au départ. Et je commencerai surtout par le fait que nous, médecins, j'espère que nous ne sommes jamais inquiets. Alors, on peut être préoccupé d'une situation et pour parler de l'inquiétude, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est que nos politiques et nos décideurs puissent décider de façon objective, ni sur l'émotion, ni sur l'inquiétude. Mais pour me remettre dans une situation de la population générale, étant donné là où on en est de l'épidémie, là où on en est chez nous, mais c'est un peu le cas dans la plupart des pays du monde, avec plus ou moins d'avance. Nous, ici, sur Marseille, on est sur la fin, voire c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a connu une phase ascendante de l'épidémie, puis une phase descendante, et là, on est sur la fin, puisque nous n'avons plus eu de cas diagnostiqués depuis 3 jours. L'Institut, l'IHU Méditerranée Infection, qui abrite à la fois les laboratoires de microbiologie de Didier Raoult et 75 lits d'hospitalisation dédiés aux maladies infectieuses et aux maladies contagieuses, au pic de l'épidémie, était rempli, 75 malades Covid+, et d'autres collègues de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille accueillaient des patients. Actuellement, il me reste 3 patients sur 75 qui sont Covid+, et qui sont en voie de guérison, essentiellement des personnes âgées. Donc, sur l'évolution de l'épidémie telle qu'elle est, je suis plutôt, moi, rassuré. On est sur la fin chez nous et la plupart des pays, je pense, connaîtront cette espèce d'évolution en cloche habituelle qu'on a vu dans la plupart des endroits où il y a eu l'épidémie et seront sur la fin. Voilà. Jafar, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, est-ce qu'on doit s'inquiéter au Maroc? Comment est la situation actuelle au Maroc? D'abord, ça me fait très très plaisir de revoir professeur Parola. Hein. Ça fait bien longtemps et rassurez-vous, il aime le Maroc. Hein. Il aime le Maroc et c'est un excellent infectiologue et quelqu'un avec qui et toute son équipe et l'équipe de Raoult ont des liens particuliers avec le Maroc. Alors, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Philippe. Nous, notre situation également, c'est une situation, même si notre courbe n'est pas une courbe de Gauss classique. Hein, quand vous voyez la courbe marocaine, elle est un petit peu en dents de scie et elle est plutôt un petit peu, nous, les épidémiologistes, on parle de courbe un petit peu stochastique, mais in fine, et je rejoins ce que dit Philippe, elle finira par avoir la même courbe classique gaussienne, avec des éléments qui sont quand même importants dans le contexte marocain. Et on en parlera tout à l'heure avec Philippe et avec toi, Saïd, que je remercie encore une fois de m'avoir joint à ce webinaire. C'est que nous avons une létalité extrêmement basse dans le contexte marocain, 17 fois moins que la France. Hein. Et bien sûr, Marseille, c'est moins que Paris, mais nous, déjà, on est très très loin, on est à peu près à 0,5 pour 1000. Hein. De létalité, on est à 2,7%, mais si on parle de mortalité globale, on est à 0,5 pour 1000. La France est aux alentours de 32, entre 32 et 35. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'a plus de cas graves. Et je rejoins ce que dit Philippe. Je ne vois plus dans notre unité, ça fait presque maintenant 6 semaines, aucun cas en soins intensifs.
on ne voit que des cas bénins, asymptomatiques ou post-symptomatiques. Le troisième élément qui me semble aussi important pour dire que nous sommes dans une phase effectivement de pas grande inquiétude, qui nécessite toujours vigilance, bien évidemment, c'est que nous constatons également un niveau de guérison qui a grimpé de façon assez importante. On est aux alentours donc, de 55%. Donc, un certain nombre d'indicateurs. Même notre R0 est aujourd'hui quasiment à 1,008, 009. Donc, c'est quand même, ce sont des éléments importants. Peut-être que la seule différence, et on demandera l'avis de Philippe, c'est que nous continuons, nous, à avoir beaucoup de clusters qui apparaissent du jour au lendemain et qui créent cet aspect stochastique de notre courbe et qui fait que les nouveaux cas réels, c'est-à-dire isolés, on en a de moins en moins, mais au bout de 3-4 jours, nous avons des clusters de 15, 20, 30, 40, voire 50, 70 personnes. Et c'est ça ce qui est assez particulier de la courbe marocaine. Alors, juste pour ajouter un petit mot sur les coronavirus et sur cette épidémie en général, les coronavirus, on en connaissait, hein, il y en avait 4 qui circulaient, qui étaient responsables d'infections respiratoires. Et avec mon collègue, nous avons l'habitude, tous les hivers, de gérer des infections respiratoires, que ce soit la grippe, le VRS, les autres coronavirus qu'on connaissait. Qui ont parfois une issue fatale, bien sûr la grippe, mais également les autres, et notamment chez les personnes âgées. Et le recul nous dira, l'histoire nous dira, est-ce que cette épidémie à coronavirus a réellement été une catastrophe sanitaire globale dans nos pays, dans le vôtre, dans le mien? On verra bien, il faudra compter, il faudra regarder, peut-être comparer aux grandes épidémies de grippe qui ont pu faire jusqu'à 30 000 morts. En 2017, en France, on parlait d'un excès de mortalité de 20 000 morts liés à la grippe. Là, on est déjà chez nous à 27, 28 000 morts. On verra réellement si, même lissée sur 3 ans, cette catastrophe sanitaire en était une. En tout cas, ce qui est clair, et notamment pour mon pays, elle a montré certaines insuffisances techniques dans le diagnostic, c'est-à-dire que très clairement, à Marseille, nous avons promu très rapidement, mais parce que nous sommes des infectiologues et que nous avons les moyens avec le meilleur laboratoire de microbiologie d'Europe ou du monde ici, si on a une maladie infectieuse et une maladie contagieuse, nous, on a tout de suite pensé qu'il fallait, 1, diagnostiquer, 2, isoler les malades contagieux, ça c'est la base de l'infectiologie, et 3, traiter dès que possible avec ce qu'on a sous la main et dont on a des arguments pour dire c'est peut-être efficace, et ensuite, quand on s'aperçoit que c'est efficace, continuer. Et ça, cette stratégie, on va dire, marseillaise, mais enfin qui a été faite dans certains endroits du monde, n'était pas forcément la stratégie du pays, peut-être par choix, peut-être par manque de capacité technologique. Et vous le savez, ce qui a été dit en France, c'est aux patients, eh bien, vous restez chez vous, et si ça s'aggrave, vous appelez le SAMU, le 15, et là, vous serez hospitalisé, testé et peut-être traité. Et on verra, là aussi, il faudra un petit peu de recul. Est-ce que ça, c'était une bonne stratégie ou pas? Car on sait maintenant, on rentrera peut-être dans les détails cliniques, que c'est une maladie qui est assez particulière, et notamment les gens qui sont en hypoxémie. Parfois, on avait des saturations à 80-85%, peuvent tout à fait être bien cliniquement, jusqu'à ce que ça s'aggrave brutalement. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est confiné, malade à la maison, au moment où il va appeler les secours, il sera très grave. C'est pour ça qu'on a, nous, fait un peu l'inverse de ce qui était recommandé, c'est-à-dire on a dit, écoutez, vous venez, si vous êtes malade, ou si vous sentez, ou si vous êtes contactant malade, on vous teste. Si vous êtes positif, bien sûr, on vous traite et on reviendra après sur le traitement. Et effectivement, on verra si c'est ça, si c'est autre chose. Ça nous a permis, comme chez vous, d'avoir une mortalité qui est rapportée en millions d'habitants à la population, qui est relativement faible finalement. Alors effectivement, il y a eu énormément d'émotions. On pourra revenir sur la mortalité. Encore une fois, moi j'évite de parler de ce que je connais moins dans certains pays, mais avec le recul, il y aura encore plus de recul dans quelques mois. Ce que je tire, moi, comme leçon, on parlera des traitements spécifiques et des polémiques si vous le souhaitez, mais pour lesquels il y avait d'ailleurs des aspects cardiologiques. Mais le recul, en pratique, c'est que
là où on s'occupe des gens, là où on s'occupe des malades, là où ils ont un accès au docteur et un accès aux soins, un accès à l'oxygène, un accès à une anticoagulation préventive, eh bien, les patients meurent moins. C'est comme ça. Et quand on confine les patients ou quand on leur dit non, non, attendez, on va faire des essais ou on verra bien, attendez chez vous, ben là, ils meurent plus. Voilà, je crois que c'est vraiment une des leçons. Et à la fin, on pourra dire oui, avec tel et tel traitement, on a un peu amélioré la phase aiguë, on a peut-être amélioré la phase et les complications à venir. Mais surtout, quand on soigne les gens, on fait les docteurs, parce que nous sommes des docteurs, avec de l'oxygène, des héparines de vapeur moléculaire pour éviter les thromboses qui ont été un vrai problème dans cette maladie, et éventuellement des médicaments antibiotiques qui diminuent l'infection et qui diminuent le portage viral, eh bien, on a moins de morts. C'est comme ça. Alors, il y a eu beaucoup de questions, donc on a beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre à un maximum. Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui se posent la question, est-ce que le virus, il est naturel ou est-ce que c'est une création par un laboratoire? Et là, on fait allusion, bien entendu, à la déclaration du professeur Luc Montagnier, qui accuse un petit peu certaines sources d'avoir inclus des séquences du virus VIH un petit peu au sein de ce virus. Bon, j'avoue, pardon, si je réponds, j'avoue très sincèrement que moi, je classerais ça, enfin, j'ai aucun élément objectif. L'émergence des coronavirus, donc nouveaux coronavirus avec des moyens pour le diagnostiquer, mais j'ai aucune preuve qu'on soit dans un virus fabriqué ou quelque chose d'intentionnel. On est dans une évolution, un virus de plus que nous connaissons qui est capable d'infecter les hommes et de se propager. Il y en aura d'autres. Souvent, ces virus sont en lien avec des éléments de zoonose, c'est-à-dire un réservoir animal qui est peut-être un peu particulier selon les pays du monde. Et notamment, un des éléments qui est très, très important dans l'émergence de nouveaux virus, c'est notamment quand il y a des populations d'animaux qui sont très denses, et qui peuvent déclencher des épidémies chez l'homme à partir de ce réservoir zoonotique. On a cet exemple-là dans certaines infections bactériennes, voire des infections à germes bactériens résistants à partir des poules, à partir des porcs et à partir des chauves-souris. Donc, qu'un virus émerge d'une zone du monde où il y a une densité de certaines populations animales à un moment donné avec un contact humain, pour peu que le virus soit très contagieux de façon respiratoire, mais surtout par le contact avec les mains, ce qui est quand même le mode de propagation l'essentiel des virus respiratoires. Non, ça me paraît l'histoire naturelle et nous en aurons sans doute bien d'autres. Et donc, je ne suis pas du tout, je n'ai pas lu in extenso les propos du professeur Montagnier, mais je n'y accorde aucun crédit en ce qui me concerne. Alors, si on veut continuer un petit peu concernant les modes de contamination, tu as parlé un petit peu de la contamination par les mains. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des voies de contamination fécale, l'air ambiant et aussi par les yeux? Alors, là aussi, ce coronavirus, on verra s'il était plus ou moins contagieux que les coronavirus que l'on connaît. Mais enfin, il y a d'autres maladies contagieuses qui sont très contagieuses. Je sais pas, la rougeole, par exemple, où le R0 est très, très important. Là, on a vu, on est plutôt autour de 2, 3, voire un peu moins. Il y a peut-être des clusters, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore compris, puisque nous, en France, on a eu des zones, notamment au début de l'épidémie. C'est ce qu'on appelle le génie épidémique. Ça explose, et puis après, ça se transmet un peu moins. Et puis après, souvent d'ailleurs, en rapport avec la saisonnalité, ça disparaît. Donc, je vous donnerai un exemple sur la grippe. Ce qu'on sait de ces virus respiratoires, c'est que pour les soignants, c'est bien sûr essentiel d'avoir des masques, puisque nous sommes assez proches des malades, et donc de se protéger de cette contamination respiratoire par les gouttelettes et les virus qui peuvent se transmettre par voie aérienne, ce qui est quand même très, très important. Et nous sommes dans le sud et c'est comme chez vous, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de nous serrer les mains, de nous toucher et le virus se transmet énormément par contact. Et on en reviendra quand on parlera de la transmission, du port de masque dans la rue. Le port du masque, il est essentiel pour les soignants. Ce qui est essentiel, bien sûr, c'est de se laver les mains en permanence dès qu'on touche des malades dans la rue, d'essayer de moins se toucher les mains, notamment en période épidémique. Ça, ce sont des bons messages à faire passer, bien sûr, en santé publique. Maintenant, le port de masque dans la rue chez quelqu'un qui est à 20 mètres de moi,
ça amènera, le port d'un masque amènera une certaine distance sociale et une prudence. Donc, le port de masque, y compris dans la rue, peut avoir un intérêt pour dire attention, il se passe quelque chose. Donc, il faut qu'on marque un peu des distances sociales tant que nous sommes en période épidémique. Mais l'essentiel en termes de prévention et de contamination, c'est les mains, les yeux. Concernant la voie fécale et la voie alimentaire, pour l'instant, j'ai aucune preuve là-dedans. Je pense qu'on est quelque chose de raisonnablement qui était connu d'ailleurs dans les coronavirus. Hein, c'est la voie respiratoire, mais surtout le contact. Voilà, je crois. Jafar, si tu peux compléter, on a une question de la part d'un dentiste qui veut savoir comment on peut se protéger au sein du cabinet dentaire le plus simplement et le plus brièvement possible. Mais écoute, d'abord, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Philippe. Hein. L'enjeu majeur, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, l'enjeu majeur n'est pas un enjeu de protection par un masque. L'enjeu majeur, c'est au niveau des mains. C'est comme si on allait dire c'est une maladie manuportée, si je peux ainsi utiliser l'expression. C'est ça l'enjeu majeur. Évidemment, les dentistes travaillant en contact direct avec la bouche donc de leurs patients, les projections des micro-gouttelettes qui sont aux alentours de à peu près 5-6 microns, il faut faire attention, c'est pour ça qu'ils doivent porter un masque. Et d'ailleurs, classiquement, ils doivent porter un masque. Ce n'est pas spécifique au coronavirus, hein, c'est spécifique à tous les autres risques qui existent. Mais ce qui est important, c'est de maintenir l'hygiène au niveau du cabinet, donc le plateau de travail, et bien le nettoyer avec les solutions désinfectantes classiques, hein, sans plus, et surtout se laver les mains. Il vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales, hein, Saïd. Et encore une fois, il faut pas penser que c'est le gant qui va, et je rejoins ce que dit Philippe, se laver les mains le plus régulièrement possible est largement suffisant. Philippe, il y a une question qui reste un petit peu mystérieuse, à notre sens, c'est pourquoi finalement les enfants ils vont pas contracter la maladie de la même manière que les adultes. Alors ça, c'est une observation que nous avions fait très tôt ici, qui a été confirmée par d'autres équipes et pour lequel on commence à avoir un début d'explication. Didier est d'ailleurs en train de travailler dessus avec ses équipes, puisqu'on sait que dans la grippe, c'est le contraire. Les enfants sont énormément réservoirs de virus et c'est un problème parce que nous, par exemple, on dit attention, il faut vacciner les enfants parce que qui garde souvent les enfants, c'est papy-mamie et les enfants vont aller visiter papy-mamie chez qui le vaccin marche un peu moins. Donc là, on est dans un modèle qui est différent. Les enfants ne sont pas vecteurs ni réservoirs de ce coronavirus en dehors des clusters familiaux, bien sûr, où on a pu avoir quelques enfants qui ont été testés positifs. Une des hypothèses, c'est que ces enfants sont énormément infectés par les coronavirus habituels, développent peut-être une certaine immunité croisée qui les protège. C'est une hypothèse sur laquelle certains travaillent actuellement, mais c'est une observation. Et nous, souvent, on dit parfois il y a un décalage entre le soin et la recherche. Je ne crois pas. La première phase de la recherche, c'est l'observation. Et là, on a tout de suite observé que les enfants n'étaient pas ni des réservoirs, ni des vecteurs, peut-être avec cette immunité du fait des autres coronavirus circulants. On verra. Je ne veux pas m'avancer s'il y a une explication, mais c'est une vérité. Peut-être, Saïd, si je peux dire aussi à Philippe, nous, au service, on a hospitalisé à peu près une quinzaine d'enfants qui ont entre 5 mois et jusqu'à 15 ans. Il n'y a eu aucun cas qui s'est compliqué, aucun cas qui nous a posé de problème sur le plan ni clinique, ni sur le plan thérapeutique. Je rejoins parfaitement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont continué à vaquer leur occupation. Ceux qui prenaient leurs cours en ligne, ils étaient dans une chambre chez nous à la clinique, mais ils auraient pu être chez eux à la maison. On a eu, bon, je ne peux pas généraliser, mais je ne sais pas quelle est ton expérience. Nous, je veux dire, sur une quinzaine, on n'a eu aucun problème. La majorité, il m'en reste encore 2 qui sont hospitalisés et tous les autres sont sortis en bonne santé, RT-PCR négatif à 2 reprises, sans aucun souci. Alors, on voudrait revenir sur les mécanismes de physiopathologie de cette maladie. Comment est-ce qu'elle arrive, comment est-ce qu'on arrive au stade de la maladie, au stade des symptômes et au stade surtout des complications. Alors, tout a été dit. Donc, il y a eu le mécanisme éventuellement de l'atteinte virale propre, les mécanismes vasculaires, les mécanismes thrombotiques. Enfin, il y a eu pas mal de trucs, les phénomènes inflammatoires, bien entendu, l'orage cytokinique. Philippe, qu'est-ce que, après maintenant un recul de 3 mois, est-ce qu'on comprend mieux un petit peu cette maladie? Est-ce qu'on a plus de certitude? Oui, avec le recul et puis avec la description de tous les docteurs qui ont pris en charge des malades, on voit un peu mieux l'histoire naturelle de cette maladie.
avec une phase d'incubation classique, hein, après le contact avec le virus, et une première phase qui est une phase virologique, c'est-à-dire où l'on est soit en incubation puis malade et où on est porteur du virus. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on pourra faire un diagnostic de l'infection direct, notamment par la détection du virus par biologie moléculaire sur un écouvillon nasal. Et là, on a différents stades de la maladie. Ça peut être des symptômes classiques d'infection respiratoire supérieure. À noter deux signes très particuliers qui ont été repérés très rapidement par les médecins, d'abord en Chine et puis ensuite un peu partout et chez nous notamment. Deux signes cliniques très particuliers qui peuvent d'ailleurs permettre de faire un tri assez simple, notamment lorsqu'on n'a pas les moyens de diagnostic, c'est la perte de l'odorat et la perte du goût qui ont très tôt été remarqués, d'abord de façon concomitante par les ORL qui disaient tiens, on a beaucoup de patients et puis finalement c'était l'épidémie et puis en fait on s'est aperçu que c'était cette infection à ce coronavirus qui donne des anosmies et des agueusies souvent brutales, totales et notamment chez les jeunes. Et donc ça permet, c'est quelque chose qu'on est en train de voir, ça a une très très bonne valeur prédictive positive pour dire attention, celui-ci il a perdu l'odorat, il a perdu le goût, ou celle-ci, elle est suspecte d'infection. Attention, c'est peut-être un soignant, il faut la sortir parce qu'on sait bien que les soignants sont des vecteurs aussi pour des épidémies. Et donc, ça fait des candidats soit au test si on les a, soit au moins à un isolement pour éviter la contagion, soit à un traitement quand on parlera de traitement. Donc, cette première phase, qui est une phase comme une infection respiratoire supérieure classique, mais avec ces deux signes spécifiques. Ensuite, il y a deux choses qui sont importantes sur le plan clinique, toujours dans cette phase de maladie. C'est l'atteinte pulmonaire, qui est une atteinte pulmonaire assez distale, assez alvéolaire, rapidement. Il y a assez peu de symptômes bronchiques, et notamment, nous, grâce à nos collègues radiologues ici, le professeur Alexis Jacquet et le professeur Gobert, très vite, nous avons mis en place chez tous les patients un dépistage, une imagerie par scanner basse densité qui donne de très très belles images. Et on a remarqué que des patients qui étaient infracliniques, c'est-à-dire on les auscultait, on n'entendait pas de râle ni de ronchis, ni de râle crépitant, avaient des lésions en verre dépoli, notamment des lésions périphériques sous pleurales, assez typiques, y compris chez des gens asymptomatiques, qui toussaient peu, qui étaient peu dyspnéiques, et chez qui on n'entendait pas de crépitant. Donc ça aussi, c'est une caractéristique de cette infection à ce coronavirus. C'est une lésion pulmonaire alvéolaire qui peut être infraclinique et qui est associée à ce qu'ont appelé d'ailleurs les Américains la happy hypoxémia, c'est-à-dire l'hypoxémie heureuse. On en parlait. C'est des gens qui désaturent, mais quand on les voit cliniquement, ils sont plutôt bien et après ça s'aggrave. Par contre, ça bascule assez vite au stade de réanimation. Donc là, on est dans la phase de maladie virale, on peut diagnostiquer, il y a eu l'anosmie, il y a la gueusie, il y a des signes pulmonaires qui sont dissociés de la clinique au début, et ensuite on va basculer dans la deuxième phase de la maladie, qui est une phase qu'on a appelée la tempête immunologique, où là, on bascule dans les syndromes de détresse respiratoire, la réanimation nécessaire. Il y a d'ailleurs assez peu de virus détectables à cette phase-là parce que c'est le volet immunologique qui a pris le dessus. Et on verra d'ailleurs, c'est un des intérêts de l'hydroxychloroquine qui agit déjà comme antiviral, mais qui peut agir sur cette tempête immunologique. Et enfin, et ça c'est la surprise, et ça c'est ce qu'il faudra surveiller, dans le SARS de 2003 en Chine, le coronavirus de l'époque avait entraîné chez les survivants 10 à 15% de fibrose pulmonaire. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra surveiller chez ces gens, notamment ceux qui n'ont été pas diagnostiqués, pas traités. La survenue tardive de ces fibroses pulmonaires, c'est peut-être la quatrième phase de la maladie. Et voilà, les mots-clés moi, que je retiendrai, c'est la phase physiologique première, l'anosmie, la gueusie, l'hypoxémie heureuse, la dissociation clinique avec l'atteinte pulmonaire, une bascule vers la réanimation qui peut se faire très vite, les éléments thromboemboliques, les embolies pulmonaires, parfois très généralisées, c'est pas le gros caillot qui font qu'on a une hypoxémie, et le mécanisme de cette embolie pulmonaire
et de ces embolies, elles sont mal connues. Et j'en reviens au début, c'est que quand on s'occupe, l'oxygène, la prévention ou l'anticoagulation, bien on sauve plus de gens. Voilà un peu l'expérience qu'on a nous. Je ne l'ai pas dit ici, mais on a le diagnostic. Didier Raoult a fait 100 000 tests ici à l'IHU et nous, dans notre institut et dans nos services, en hôpital de jour, en consultation ou en hospitalisation, nous avons pris en charge près de 4000 patients Covid+, confirmés, testés et confirmés. Et je vous enverrai, ça pourra tout à fait être diffusé, les références publiées, mais notamment la dernière qui va bientôt sortir sur les 3700 patients traités. Jafar, tu confirmes l'utilité du scanner au Maroc. Je crois qu'il a pris beaucoup d'ampleur et nous aussi, je pense que c'est parmi les éléments diagnostiques qui sont pratiquement faits en premier lieu. Parfois Oui. même avant la détection par biologie moléculaire. Tout à fait. D'ailleurs, bon, on a un faible pourcentage, mais on a des gens qui avaient des images au scanner et c'est ensuite qu'on a fait la RT-PCR et ça s'est confirmé. Donc, c'est grâce au scanner qu'il y a une valeur prédictive, comme le dit Philippe, comme outil de prédictif positif. Et on a des images qui sont extrêmement intéressantes. Et je profite de dire, bon, les radiologues jouent un rôle important et je te remercie, ça aide les cardiologues ont joué aussi un rôle important parce qu'on parlera de thérapeutique. Et tu es témoin puisque toi-même, on t'a mobilisé à plusieurs reprises. Tu es venu nous aider. Et je pense aussi que c'est un travail collaboratif qui a été crucial et fondamental. Et on parlera du traitement après parce que par rapport à ce qu'a dit Philippe, les enjeux par rapport au protocole thérapeutique sont cruciaux, y compris dans les pays en voie de développement comme les nôtres. Philippe, si tu peux nous répondre brièvement sur la bactérie Prevotella et son association avec cette maladie. J'avoue, je vais pas apporter d'éléments de réponse. Bien sûr, j'ai été questionné, j'ai lu un petit peu. Mes connaissances dans ce domaine ont des limites. J'ai rien lu de convaincant pour l'instant. Ce que je sais, alors bien sûr, les infections, les bactéries sont très importantes dans la mortalité des infections virales. Nous, on sait que les gens qui meurent de la grippe, souvent, ils meurent de surinfection bactérienne et c'est pour ça que dans les grippes sévères, on donne des antibiotiques. Là, c'est une association un peu particulière où on touche au microbiote, où on touche et je reste ouvert, bien sûr, à la connaissance, mais je n'ai pas d'éléments objectifs à vous donner. Je peux clairement vous dire que dans ma prise en charge des patients et dans notre prise en charge avec mes collègues des patients, ça n'a pas été un élément décisionnel. Le BCG et le coronavirus, est-ce que c'est protecteur ou est-ce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour affirmer cela? Il y a des gens même qui disent que les pays d'Afrique, par exemple, sont un petit peu protégés contre cette maladie parce qu'en partie, on a le BCG qui est un vaccin obligatoire, par exemple au Maroc, entre autres. Non, je sais pas, parce que très sincèrement, là aussi, j'ai lu ça, mais je me méfie beaucoup des facteurs associants et des facteurs confondants. Un des éléments importants, c'est général, et Jafar le sait bien, mieux que moi aussi, c'est que les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème. Donc, ce qui est vrai en France va pas forcément être vrai au Maroc, au Sénégal ou aux États-Unis, par des facteurs qui peuvent toucher à l'environnement, la température, l'humidité, des éléments sociaux. Donc, ensuite, aller rattacher ça à un élément qui d'ailleurs est un peu surprenant, là aussi, j'ai vraiment pas d'élément convaincant, d'autant que je n'en suis pas moi-même convaincu. Voilà. Alors, une question qui est revenue assez souvent concernant enfin, on va pas dire cette épidémie, mais cette maladie qui touche un petit peu les enfants et qui est Kawasaki-like et qui ressemble à la maladie de Kawasaki. Quelle est finalement sa relation avec le coronavirus? Est-ce qu'il y a une relation directe ou est-ce que c'est juste la manifestation de ce virus chez l'enfant qui se manifeste un petit peu de la même manière que la maladie de Kawasaki? Là aussi, mes collègues pédiatres seront peut-être mieux placés pour répondre. La maladie de Kawasaki, c'est une maladie inflammatoire où il y a des myocardites. On sait que les myocardites peuvent être virales ou post-virales. Est-ce qu'il y a un lien réel actuellement entre ces deux entités? Je n'en sais rien. Moi, je crois qu'il faut
On est dans beaucoup d'émotions dans tout ce qui touche cette épidémie et je serais prudent avant de faire certaines associations ou certaines explications et notamment de liens, de causalité entre une maladie qui est d'ailleurs assez mal comprise et dans un contexte épidémique. Donc pour l'instant, encore une fois, je crois qu'il faut attendre un petit peu. Là aussi, j'ai pas d'éléments moi qui m'ont réellement convaincu. Un des éléments de gravité du coronavirus, mais aussi de la grippe, hein, par exemple, ce sont les myocardites, et ça, vous connaissez ça mieux que moi. Le Kawasaki en a, mais quel est le lien entre les deux? Je crois que pour l'instant, il faut rester très, très prudent. Merci beaucoup. Alors, est-ce que les personnes qui sont touchées par le virus, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à des séquelles? Donc, tu as déjà dit un petit mot concernant la fibrose pulmonaire, mais est-ce que maintenant, avec ton recul et ton expérience et les patients qui sont passés devant toi, est-ce que les patients qui ont guéri, est-ce qu'ils peuvent garder des séquelles neurologiques, par exemple, des séquelles myocardiques ou des séquelles respiratoires? Alors nous, ce qu'on a analysé sur nos 4000 patients qu'on a eu vraiment sous la main et qu'on a eu tous les jours, regardez, c'est déjà qui va s'aggraver, qui passe en réa. Qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, pour éviter ça? On parlera du traitement plus tard, mais qui s'aggrave et qui va avoir des séquelles. Pour les séquelles, pour l'instant, on en est juste à dire attention, il faut être prudent. Avec le coronavirus de 2003, 15% des patients qui ont survécu ont fait des fibroses pulmonaires. Chez celui-ci, on voit qu'il y a des atteintes parenchymateuses et notamment des rétractations qui sont parenchymateuses importantes et qui peuvent être des signes précurseurs de fibrose. Donc, il faudra être attentif. Je lis pas l'avenir, mais on essaye actuellement d'essayer de définir des groupes à risque pour notamment les recontrôler en imagerie. Pour les patients qui se sont aggravés à court terme ou qu'on a passé en réa, on a vu qu'il y avait bien sûr l'hypoxémie qui était un élément évident, clinique d'aggravation, mais les patients qui avaient une lymphopénie importante et aussi une éosinopénie, c'est-à-dire très peu d'éosinophiles dans le sang, faisaient partie d'un groupe qui allait plutôt vers l'aggravation. Les éléments comme les dédimères est également importants, comme les lésions au scanner. Donc, on a pu définir un petit peu, et vous le verrez dans les références que je vous enverrai sur cette grande série, les patients, on va dire, à risque d'aggravation, en plus de ceux qu'on connaissait déjà, bien sûr, les personnes âgées, les personnes obèses qui avaient tout de suite été vues comme à risque d'aggravation. Mais je pense qu'il y a un élément important, c'est l'accès aux soins. Tout à l'heure, tu parlais des chiffres étonnants aux États-Unis, mais on connaît que l'accès aux soins aux États-Unis n'est pas immédiat. Avant d'aller à l'hôpital, avant de voir un docteur, avant de voir l'oxygène, c'est pas si simple. Et nous, on s'est battu, notamment à Marseille, pour que les patients. Et moi, vous savez, j'ai une situation personnelle. Mes parents sont âgés, j'ai la chance de les avoir encore. Ils ont 80 ans, ils habitent dans un village en Corse. Et donc, quand on a commencé à me dire qu'on allait confiner mes parents seuls à la maison en attendant qu'ils s'aggravent, c'est quelque chose que je ne pouvais pas réellement tolérer et qui a entraîné pas mal de bruit sur l'île, mais également sur le continent. Donc, je pense que l'accès aux soins est quelque chose de très important pour dépister ces gens qui vont s'aggraver. On a eu un travail extraordinaire, nous, à Marseille notamment, mais je crois que en dehors de mes collègues en France qui ont été dépassés par l'afflux, que j'ai du mal à comprendre, notamment dans certaines régions, mais en tout cas, un extraordinaire travail de nos collègues réanimateurs sur, il y a eu de l'innovation dans les techniques de ventilation, dans le délai, est-ce qu'on ventile, est-ce qu'on intube pas, le décubitus ventral, l'anticoagulation précoce, y compris parfois des doses thérapeutiques ou pas. Enfin, il y a eu pas mal de discussions, les cardiologues, qui ont fait que la mortalité chez nous, dans le sud, est finalement très basse. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippe. Alors, Jafar, est-ce que tu peux, en parlant un petit peu de gravité, est-ce que tu peux nous rassurer un petit peu les gens qui nous écoutent pour dire que finalement, les cas graves, on les voit de moins en moins et aussi le nombre de décès est de plus en plus faible au fil des jours. Écoute, clairement, nous, au niveau de la région de Casablanca, on n'a pas la série de Philippe, mais nous, au niveau de Casablanca, on est à peu
peu près 3000 cas. Hein. Nous, uniquement dans notre unité, on a plus de 120 cas hospitalisés traités avec Majid Zahraoui, que je remercie, et qui a fait un travail, professeur Zahraoui, infectiologue, qui a fait un travail formidable. Donc, on a plus près de 3000 cas. Ce qu'on a constaté depuis à peu près maintenant 5 semaines et demie, c'est qu'on n'a plus aucun cas, Philippe, en soins intensifs ou en réa. C'est terminé. On a que des cas qui sont simples, qui ne posent pas de problème. Même sur le plan, et là je rejoins ce qu'a dit Philippe, très très important, cette dissonance entre un certain nombre donc, de paramètres et l'état clinique donc, du patient, ça c'est vrai, je le confirme, on l'a constaté, mais la majorité donc aujourd'hui des cas depuis plusieurs semaines sont vraiment très très simples. Et se posera à un moment ou à un autre la question, est-ce qu'il faut soigner en ambulatoire ou absolument hospitaliser tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, Philippe, dans le contexte marocain, toute personne qui est positive, symptomatique ou non, est systématiquement hospitalisée dans les unités publiques ou dans les unités privées. Donc, en dehors de la létalité, aujourd'hui, Saïd, donc pour tout le Maroc, on a 50 cas qui sont en soins intensifs. Sur les 3000 qui sont hospitalisés, 50 en soins intensifs, et on a aujourd'hui plus de près de 4000 personnes qui ont guéri, 55% donc de guérison. Donc, clairement, ce n'est plus, dans l'état actuel, considéré par rapport aux données que nous avons, encore une fois, et modestement, comme le dit Philippe, on est en train d'apprendre, peut-être qu'on apprendra autre chose dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce n'est pas aujourd'hui considéré comme une maladie très grave au moment où je vous parle. C'est une maladie infectieuse, on en a connu tellement d'autres, nous, c'est notre métier, beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieuse. C'est vrai qu'il a fallu lui accorder l'importance nécessaire, la gravité nécessaire, mais aujourd'hui, clairement, nous ne sommes pas devant une maladie infectieuse grave d'un point de vue, c'est-à-dire donc de létalité. Et le dernier point peut-être auquel j'aimerais partager avec Philippe, c'est par contre, nous avons eu des enjeux par rapport au sujet obèse, où vraiment l'évolution était un petit peu différente. On a eu un petit peu plus de difficultés, syndrome métabolique, diabète, HTA, on a eu quelques difficultés. Et peut-être, Philippe, peut-être ton point de vue là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'études qui ont montré la relation entre microbiote, maladie métabolique, particulièrement obésité, diabète. Est-ce que peut-être que ça, c'est une réflexion future? Il faudrait qu'on fasse des études qui expliqueraient peut-être pourquoi est-ce que certaines personnes parleraient du microbiote avec le Covid. Je n'ai pas d'expérience là-dessus. La seule chose, si tu es d'accord, c'est qu'il y a certainement, entre obésité et Covid, beaucoup d'éléments, en tout cas de facteurs aggravants, ça c'est certain. En tout cas dans notre série, je ne sais pas chez toi, Philippe. Oui, c'est globalement ce qui a été rapporté. Et encore une fois, l'histoire dira, est-ce que réellement c'était une maladie infectieuse catastrophique? Bien sûr, elle a été responsable de beaucoup de décès chez des personnes âgées, voire très âgées, 80 ans, 90 ans. Mais, et puis, comme je vous dis, mes parents sont âgés et dans le Sud, on a beaucoup de respect et d'estime pour les vieux. Mais c'est dans l'ordre des choses à un moment donné, quand on a 90 ans. Ok, les enfants, par exemple, il y a eu beaucoup d'enfants, il y a eu des enfants morts de la grippe en France cette année, personne n'en a parlé, alors que la mort d'un enfant, c'est quand même quelque chose qui est quand même moins dans l'ordre des choses. Le suivi en ambulatoire, alors on a suivi 4000 personnes, on en a suivi beaucoup en ambulatoire. Bien sûr, ils n'ont pas tous été hospitalisés. Au début, on les hospitalisait. On parlera du traitement pour certaines précautions qu'on nous demandait de prendre, puis après on a soigné les gens, et puis on en a suivi beaucoup en ambulatoire. Beaucoup de médecins de ville, d'ailleurs, aussi en France, ont traité les gens, ils n'ont pas attendu qu'ils s'aggravent à la maison. Et je pense qu'il y a un élément, on verra si l'histoire dira que c'est une erreur, mais en tout cas, moi, de dire vous êtes potentiellement infecté, restez à la maison et attendez que ça s'aggrave, je crois que c'est une erreur, parce qu'une fois que les patients ont basculé dans le côté virologique, puis immunologique et détresse respiratoire, et surtout s'ils sont âgés, et malgré tout ce que peuvent faire nos amis réanimateurs, c'est très difficile. Donc, on a toujours défendu tester si on peut. Si on ne peut pas tester, se souvenir de l'anosmie, de l'agueusie, éventuellement de l'hypoxémie avec des petits oxymètres portables. Maintenant, il y en a des peu chers qui peuvent être à la maison et qui peuvent permettre de surveiller. Et attention, s'il y a une hypoxémie, si c'est des signes précurseurs, attention aux embolies. Donc, c'est de la médecine, c'est du soin, c'est faire le docteur qui empêche que
il y a une mortalité importante, l'accès aux soins. Et après, il y a un âge où malheureusement, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça devient difficile de sauver, entre guillemets, quelqu'un qui a 90 ans, des polypathologies d'une issue fatale. Malheureusement, bien sûr, on a eu des décès chez des personnes âgées. En tout cas, le message est bien passé. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que ça devienne symptomatique et grave, bien entendu. Alors, je reviens au test PCR. Votre équipe, elle est, j'imagine, on a entendu, elle est pour le fait de tester plus afin de traiter plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça, c'est la philosophie générale des infectiologues. Après, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a le plateau technique? Ce n'est pas le cas dans plusieurs villes, Bien sûr. dans plusieurs pays. Nous avons très tôt assumé ce choix-là, mais qui a été fait dans différents pays à travers le monde, qui peut être limité d'ailleurs par un manque de plateau technique. Ce qui est plus embêtant, c'est quand il est limité par une décision. Alors attention, hein, les décisions politiques sont très. J'ai beaucoup de respect pour les dirigeants et les hommes politiques. Ils font un métier difficile parce qu'ils ont à prendre en compte beaucoup de facteurs. Nous, docteurs, on a deux éléments. Mais après, on est là pour aussi conseiller. Les maladies infectieuses et contagieuses, il faut les diagnostiquer, les isoler, mais isoler les malades et ensuite les traiter si on peut les traiter. Voilà. On reviendra peut-être après sur est-ce qu'il fallait isoler tout le monde, est-ce que ça a un sens ou pas. C'est une autre question qui n'est pas si simple. Mais oui, on était sur tester. Et donc, on avait la chance à Marseille d'avoir la capacité de tester massivement. C'est-à-dire que toute personne qui se présentait à l'IHU parce qu'elle pensait être malade a été testée. Je vous dis, on a fait 100 000 tests en 2 mois. Ça a demandé à Didier Raoult de réorganiser ses équipes de laboratoire. Mais l'IHU, qui est un institut qui a été créé pour faire ça, pour gérer ça, s'est mis en ordre de bataille. Bien sûr, ça a été beaucoup plus compliqué à l'échelle du pays. Pour la France, ça n'a pas été possible. Certains pays comme l'Allemagne ont réussi à le faire. D'autres pays en Asie l'ont fait. Et si le match était à refaire, je ne sais pas, et qu'on dit tout à coup, OK, en France, vous avez la possibilité de tester tout le monde, ce n'était pas le cas. Hein. Quelle décision serait prise? Je n'en sais rien. Moi, nous persistons et nous signons. S'il y a les moyens, il faut tester, isoler les positifs, s'en occuper, les soigner comme on peut, et ensuite tester les contacts, voilà, à la mesure des moyens diagnostiques et du plateau technique. Si on les a pas, eh bien on peut se servir de signes d'alerte, l'anosmie, la gueusie, l'hypoxie, voilà, le scanner. Jafar, tu es d'accord qu'au Maroc, malgré le fait qu'on a augmenté le nombre de tests, le nombre de cas positifs n'a pas beaucoup augmenté finalement? Écoute, mieux que ça, on est arrivé à peu près, nous, on est à 105 000 tests, mais depuis le 2 mars, c'est-à-dire à peu près donc, depuis presque 10 semaines, hein, Philippe, donc 100 000 tests en 10 semaines. Donc, et là, on va augmenter la capacité, on l'a toujours proposé et recommandé aux responsables gouvernementaux parce que c'est essentiel pour avoir une idée précise. Et je rejoins ce que dit Philippe, il faut diagnostiquer, il faut les dépister, les isoler évidemment et les traiter lorsqu'on peut. C'est logique, c'est la base en infectiologie. Aujourd'hui, la majorité des cas qui sont testés positifs au Maroc, Saïd, ce sont essentiellement des sujets contacts. Les nouveaux cas qui arrivent isolés sont très peu. C'est-à-dire, lorsque vous retrouvez 100 à 120 cas par jour, eh ben 82% sont des sujets contacts. Avec surveillance épidémiologique, on est parti interroger et regarder le contact au cours des 15 derniers jours et parmi eux, on a trouvé des sujets positifs. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'aujourd'hui, on avait commencé, je ne sais pas si c'est votre cas à Marseille, Philippe, on avait à peu près 25% de positivité aux alentours du 7 mars, du 8 mars. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à moins de 7% de positivité. Et si on continue à dépister, je pense qu'on ira aux alentours peut-être de 2,5%, de 3% de prévalence de positivité parmi les testés, mais pas plus. Oui, on est dans la même situation et vu qu'on a fait tout de suite la même chose dès le début, on voit que c'est en train de diminuer. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas étonné il y a un élément qui est très important en maladies infectieuses et qui n'est pas si simple, c'est la saisonnalité des maladies infectieuses. Moi, quand on nous demandait qu'est-ce que vous pensez de ce qui va nous arriver avec ce coronavirus, la seule chose que je disais, c'est que vu qu'on teste tous les autres coronavirus qu'on connaissait,
chez nous, en tout cas dans le sud de la France, et c'est valable un peu pour la Méditerranée, les coronavirus qu'on connaissait s'arrêtent au mois de mai. Voilà. Donc, on pouvait se dire, soit celui-là est exceptionnel et il va continuer, bon, soit il fait comme les autres. Là, pour l'instant, on est plutôt dans une phase où c'est en train de s'arrêter. Bien sûr, il y a une question. Alors nous, il y a une expression qui est apparue ici qui s'appelle la deuxième vague, mais qui ne correspond pas à grand-chose que je connaisse en maladie infectieuse. Par contre, il y a une question qui persiste pour la suite de l'histoire de ce coronavirus. C'est, est-ce qu'il va faire comme le coronavirus qui avait émergé en Chine en 2003, c'est-à-dire faire une grande épidémie et puis disparaître et ne plus revenir? Hypothèse numéro 1. Ou bien hypothèse numéro 2, est-ce qu'il va venir s'ajouter aux autres coronavirus et à la vingtaine de virus respiratoires saisonniers hivernaux que nous connaissons? Pour l'instant, personne ne peut répondre. On verra bien l'hiver prochain ce qu'il arrive. Ce qui est sûr, c'est que bon, pour l'instant, il a plutôt l'air de faire ce que faisaient les autres coronavirus. Et ce que vous décrivez au Maroc, la situation est comparable au Sénégal, où j'ai une de mes équipes de recherche, c'est-à-dire ils ont fait du dépistage, ils se sont occupés des malades assez tôt et finalement ils ont bien tamponné la mortalité. On est dans une zone, alors ce qui est vrai pour nous n'est pas forcément vrai dans d'autres écosystèmes, peut-être plus urbains ou au contraire où il y a des facteurs climatiques différents. Mais cette saisonnalité, elle est quand même générale, peut-être décalée en fonction du moment où est arrivé le virus. On verra bien ce qui se passe, mais là, je crois que dans l'Afrique du Nord, particulièrement au Maroc et dans le sud de la France, on est dans la courbe où c'est fini, quoi. On est sur la fin. Et donc, moi, je suis plus du tout inquiet, ou je rassure bien sûr les gens qui finalement, vous savez, nous en France, mes parents confinés me disaient mais attends, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il a 80 ans, il regarde la télé confiné à la maison. Et si vous écoutez nos médias, parfois en France, c'était des scénarios de fin du monde, en sachant que, et j'ai beaucoup de respect pour ça, certaines zones, notamment le nord-est, a été totalement dépassée. Et ce qui est vrai, c'est que cette crise épidémique sanitaire, à côté du coronavirus, elle a mis dans mon pays en avant certaines insuffisances. Alors bien sûr, on a un très bel accès aux soins en France, mais on s'est retrouvé en panne de matériel, en panne de gants, en panne de blouses. Enfin, voilà. Donc ça a mis en évidence des limites de notre système et qui, j'espère, amèneront à réfléchir non seulement à notre système de santé, à la gestion de la crise, bien entendu, ça c'est un autre système, et aux moyens qu'il faut déployer. Donc ça sera à mes autorités de réfléchir à ça, bien sûr, a posteriori. Voilà. Alors, il y a des questions, il y a beaucoup de questions sur le traitement, tu l'as deviné. Alors, avant d'attaquer le traitement pharmacologique, quel est, selon toi, le meilleur moyen de prévention? Est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est le couvre-feu? Tu sais qu'au Maroc, on a prolongé le confinement de 3 semaines encore, donc c'est parti pour le 10 juin. Est-ce que c'est le port de gants? Est-ce que c'est le lavage? Tu en as déjà dit un petit mot tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu penses exactement du confinement et du port de masque? Alors, moi, ce que je vais vous dire, bon, c'est mon avis personnel, mais qui est globalement partagé. Et puis, vous savez, ici, on est l'équipe de Didier en microbiologie, les cliniciens, les collègues. Ce qui ressort, c'est le brainstorm qu'on fait. Mais globalement, ce qui est évident, c'est que isoler des cas confirmés ou positifs, c'est évident. C'est la base des maladies infectieuses contagieuses. Est-ce qu'il fallait isoler tout le monde? Il y a 2 volets pour répondre à cette question. Il y a le volet purement médical et infectiologique. Il y a une étude espagnole qui a montré que des gens confinés ont eu plus de contamination. Pourquoi? Parce que nous, dans nos sociétés, c'est valable chez moi, chez vous, on vit beaucoup en famille. Et donc, si vous avez un cas, si vous avez un loup, vous le mettez dans la bergerie, et bien ensuite, vous avez plusieurs cas. Donc, si vous confinez les gens ensemble et sans savoir qui est positif et qui ne l'est pas, vous risquez d'augmenter le nombre de cas et peut-être de cas graves. Donc, sur le plan infectiologique, de confiner tout le monde en même temps, moi, je n'ai pas d'expérience, même historique, où ça ait marché en quoi que ce soit dans la gestion des épidémies. Bien sûr, confiner et isoler les positifs, ça c'est essentiel. Par contre, et c'est pour ça que je respecte les décisions et le sang-froid qu'il faut aux autorités pour prendre des décisions,
le confinement peut avoir aussi un effet social. Je ne connais pas la situation au Maroc, mais en France, ça a été un peu la panique quand même. La panique, quelles que soient les causes de cette panique, mais à un moment donné, il y a la panique. Et il faut stopper la panique. Et pour stopper la panique, les instruments qu'ont nos autorités, il n'y en a pas 50. Donc peut-être le confinement, je ne sais pas, on verra, il faudra comparer les politiques de différents pays si ça agit sur l'épidémie. Ce qui est sûr, c'est que le confinement peut avoir un effet pour calmer tout le monde et revenir à gérer tranquillement les patients, diminuer les flux. Est-ce que ça a réellement eu un effet sur l'épidémie, sur les morts? Ça, j'en sais rien. Voilà. Mais donc, il y a deux niveaux et c'est pas si simple. Et moi, je me garderai de dire, attention, c'est surtout pas ce qu'il fallait faire parce qu'il y a l'option gestion de la contagion et des maladies contagieuses. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution, mais il y a gestion d'une crise dans un pays qui est qui n'est pas que sanitaire et il faut peut-être agir là-dessus. Voilà. Jafar, est-ce que tu es d'accord avec Philippe? Oui, oui, tout à concernant fait. cette façon de gérer? Je pense que des fois, il faut se mettre aussi à la place des politiques. Il y a des compromis à faire. Et le grand problème de ce virus, c'est qu'au-delà des aspects de l'impact sanitaire, l'impact social et économique est grave. Il est plus grave que celui de la crise 29 ou de la crise de 2008. Donc, c'est-à-dire que, entre guillemets, l'impact, c'est-à-dire il a tellement fait mal sur le plan social et économique que des fois, même certains, on oublie le côté sanitaire. Donc, c'est extrêmement important de tenir compte de tout cela et qu'il faut faire le bon compromis. Certes, le confinement est utile dans certaines phases. Dans certaines phases, je pense que c'est assez consensuel. Mais encore une fois, le confinement, intelligent et pragmatique. Un confinement global et continu et qui se rallonge peut des fois même avoir des effets néfastes, hein, aussi bien en termes d'immunité, mais même en termes psychologiques et en termes de réels résultats de la dynamique épidémique. Et il faut avoir réellement les bons compromis. Et donc, au moins, je pense qu'un confinement global, généralisé et continu n'est peut-être pas une bonne chose. Pour un moment, oui, mais pas pour toujours. Voilà, exactement. À un moment donné, il y a le temps de réfléchir, le temps de calmer, et puis une fois que l'épidémie est passée, et puis il ne faut pas oublier les dommages collatéraux. Hein. Vous êtes de nombreux cardiologues dans l'assistance. Moi, j'avais des collègues qui m'appelaient, des aînés, hein, donc des gens qui avaient 65 ans, qui me disaient « j'ai une douleur thoracique, j'appelle le SAMU, on m'a dit d'aller me faire tester contre le Covid ». Absolument. On avait oublié l'infarctus du myocarde, c'est pas arrêté. Hein. Et ça, c'est un message que je voudrais passer à travers ce webinaire. Tu m'as tendu la perche, je t'en remercie. C'est que les gens qui sentent une douleur, les gens qui font une douleur thoracique et une suspicion d'infarctus du myocarde, il faut absolument consulter, il ne faut pas avoir peur parce qu'on risque de mourir de l'infarctus et de ne pas mourir de la maladie virale. Donc, faites attention. Si vous avez mal, si vous avez des symptômes qui sont inhabituels, il faut absolument consulter les urgences. Des questions sur l'immunité acquise par ce virus. Et là, il y a plusieurs questions. Si tu peux répondre à deux, l'immunité collective, il y a certains pays qui ont voulu faire cette immunité collective, ils ont fait marche arrière. Il y a d'autres qui ont essayé de l'adopter. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, deuxième versant de la question, est-ce que c'est une maladie qui est immunisante? Et dans quelle mesure? Et dans quelle proportion? Bon, là, je ne pourrais pas répondre à tout parce qu'on manque de données. Ce qui est certain, c'est que l'immunité collective sur une maladie comme ça n'a pas marché. Sur les données qu'on voit, on voit qu'assez peu, quelles que soient les raisons, hein, finalement, assez peu de gens à l'échelle de la France ont été en contact avec le virus. Ce qui est sûr, c'est que les malades que j'ai eus, on leur a fait des sérologies, on a regardé s'ils avaient des anticorps. Chez les malades, au bout de 15 jours, 3 semaines, il y en a 50 à 60% qui ont des anticorps. Il se trouve que les malades très graves, ceux de réanimation, avaient des anticorps très très élevés, ce qui va, on parlera de la thérapie. Est-ce que ces patients-là qui ont eu un orage cytokinique et immunologique extrêmement important, est-ce que vous n'avez pas remarqué que ce sont des patients qui vont aller mieux par la suite et qui ne risquent pas éventuellement de se réinfecter? Alors, beaucoup de ceux-là, c'était quand même des malades de réanimation et malheureusement, malgré tout le travail de réanimateur, avec une mortalité de réanimation qui était assez faible à Marseille, hein, qui était autour de 10-12%, ce qui est très bien. Mais
cette tempête cytokinique, cette tempête immunologique est associée à des taux d'anticorps très très élevés. Ceux qui en réchappent seront vraisemblablement protégés à moyen terme. À long terme, j'en sais rien. Et puis chez les personnes âgées, la durée de l'immunité face à un virus, où on le voit avec la grippe, où le vaccin marche moins. Enfin, donc je sais pas. À mon avis, mais ça là aussi, hein, c'est en infectiologie sur les virus. Quand on attrape un virus et qu'on a fait des anticorps et qu'on n'en est pas mort et qu'on en a guéri, sur le court terme et le moyen terme, on peut penser qu'on a une certaine immunité. Voilà. Maintenant, ça sera très difficile à démontrer, ou alors il faudra surveiller les gens pour voir s'ils l'attrapent 2 fois à court terme. Mais enfin, c'est assez peu probable. C'est pour ça que cette histoire de deuxième vague est assez peu probable. Mais l'immunité collective telle qu'elle avait été pensée, et d'ailleurs, je ne sais pas bien comment on peut chiffrer un pourcentage d'immunité pour que la population soit protégée ou pas. C'est des choses qui sont, notamment avec des maladies saisonnières, assez difficiles à évaluer. Donc, pour synthétiser, qu'il y ait une immunité de ceux qui ont attrapé la maladie à court terme et à moyen terme, ça paraît raisonnable de penser ça. Est-ce qu'il va y avoir une immunité collective? Ça paraît très peu probable. Et comment on aurait pu agir là-dessus? On voit bien que confinement ou pas confinement, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, on a remarqué, bon, tu l'as dit tout à l'heure, Jafar l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe un petit peu en Occident n'a absolument rien à voir que ce qui se passe, par exemple, en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Donc, on a une prévalence de la maladie qui est moindre, on a une prévalence de mortalité qui est moindre. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont te dire la température, elle est pour quelque chose, les climats un peu chauds sont pour quelque chose. Qu'est-ce que tu peux… Il y a un confrère cardiologue malien qui nous a contacté là et il nous dit on a des cas de Covid, mais on n'a pas de cas de réanimation. Est-ce que c'est la chaleur ou est-ce que c'est une mutation du virus? Alors, je peux répondre, il y a des éléments de réponse et d'autres où je vais répondre par des questions. Il y a plusieurs aspects. Que l'évolution d'une maladie infectieuse ne soit pas la même à tel et tel endroit, on en a parlé. Il y a des histoires d'écosystèmes et peut-être que la transmission à tel et tel endroit, la vitesse de transmission n'est pas la même. Je vous donne un exemple sur les grippes. La grippe en France, la grippe saisonnière, c'est la saison de l'hiver. Mais au mois d'août ou au mois de septembre, à Marseille, nous suivons depuis des années et des années beaucoup les pèlerins qui reviennent du pèlerinage à la Mecque et qui reviennent à Marseille malades et on leur teste donc le MERS-CoV, et ils reviennent souvent avec la grippe. Et il n'y a pas d'épidémie secondaire. Il n'y a pas de transmission à cette saison. Il y a eu quelques souches virales qui s'étaient transmises. Il y a des facteurs environnementaux. Il y a des facteurs environnementaux et ça, c'est la base de l'infectiologie. Ce sont des écosystèmes et donc, ce qui peut expliquer votre situation, c'est est-ce que le virus est arrivé plus tard? Est-ce que l'écosystème est différent? Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? On peut y revenir. Est-ce que c'est un génome différent? Alors nous, on a analysé plusieurs milliers de génomes du virus. Ça change assez peu. Hein. Donc, je serais moins pour cette hypothèse-là. Ensuite, et je ne me permettrai pas de parler du Maroc. Déjà, je ne connais pas exactement ce qui a été fait, mais je sais que certains pays d'Afrique ont tout de suite pris les décisions de bon sens, peut-être parce qu'ils ont des autorités qui sont habituées à gérer des crises. Quand on est habitué à gérer des crises épidémiques, sanitaires, économiques, politiques, on a un réflexe de décision qui est peut-être un peu plus rapide. Et donc, de dire, écoutez, il y a des malades, il faut les isoler, très vite au Sénégal ou très vite au Niger ou au Mali, attendez, on a un médicament, on reviendra sur le médicament, mais attendez, on a ce médicament-là, ben on va soigner avec ça, et puis on verra bien ce qui se passe, c'est un médicament qu'on utilise depuis 80 ans. Voilà. Donc, il y a peut-être eu un mélange de tous ces facteurs, une arrivée tardive, un écosystème différent, un accès, on s'occupe des malades un peu plus vite au lieu de leur dire de rester chez eux. Voilà, tout ça qui fait que ça peut marcher mieux quand même. Hein. Jafar, j'imagine que tu es beaucoup plus pour la troisième option, c'est-à-dire tu es d'accord que le Maroc a pris les bonnes décisions au bon moment.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que je rejoins ce que dit Philippe. Il y a eu des ingrédients. Je pense que c'est un ensemble donc, de facteurs. Le Maroc a très vite, tu sais, Philippe, on avait 7 cas. Le Maroc a décidé rapidement la fermeture donc, des frontières. Le 12 mars, les écoles, les universités, les lieux de culte, ça n'a pas été une décision facile. Fermer l'ensemble des mosquées dans le contexte qui est fort émotionnel, c'est important. Puis ensuite, le confinement. Puis ensuite, à partir du 7 avril. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures. En même temps que nous avons rapidement décidé, tout cas, Philippe, hospitalisé, et puis on a pris une décision, je suis sûr que tu ne seras pas contre, on a décidé de traiter tout le monde à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, 100% des patients marocains, donc très vite, très tôt, isolés, confinés, traités, plus des mesures sociales. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cocktail à la marocaine. Si je peux ainsi m'exprimer, tous les ingrédients qui ont permis aujourd'hui la situation épidémiologique actuelle et que nous avons en même temps eu une réactivité de notre système de santé qui a pu faire face. Mais ça ne veut pas dire, et là où je te rejoins, que le post-Covid, il ne faudra pas, là aussi, qu'on repense à notre système de santé, qu'on le réorganise encore mieux, qu'on améliore l'offre de soins pour la mettre en adéquation avec la demande. Donc, je rejoins ce que dit Philippe parfaitement. C'est peut-être un écosystème, mais c'est surtout plusieurs ingrédients en même temps qui ont permis la bonne recette marocaine. Alors, tu as parlé, donc le Maroc a pris la décision de traiter par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine depuis pratiquement le 18 mars, donc très très tôt. Et Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Il y a eu beaucoup d'éloges qui ont été faits à ces protocoles thérapeutiques, il y a eu beaucoup de critiques aussi qui ont été faites à ces protocoles. Qu'est-ce que tu peux nous répondre actuellement après le recul? En une seule réponse concernant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, faut-il les donner tôt? Faut-il ne pas attendre jusqu'à ce qu'on arrive à la phase immunologique et inflammatoire? Voilà, dis-nous un petit peu le fond de ta pensée et après le recul, si c'est à refaire, est-ce que vous allez le refaire? Alors, oui, bien sûr, je vais être très direct et vous dire ce qu'on a fait, parce que bien sûr, moi, je n'ai pas autorité à faire de recommandations. Et d'ailleurs, les très nombreux collègues français et africains qui m'ont conseillé, c'était parfois des ministres, parfois des universitaires, parfois des médecins. Je leur disais, voilà, nous, comment nous traitons nos patients, mais je ne peux pas faire de recommandations dans mon pays et encore moins dans le vôtre qui relèvent des autorités. Mais en étant docteur, je suis libre d'utiliser ce que je pense être bon pour soigner mes patients. J'ai prêté un serment pour ça il y a quelques années maintenant, mais je ne l'ai pas oublié. Et donc, comment ça s'est passé cette histoire d'hydroxychloroquine puis d'azithromycine? L'histoire est assez intéressante. D'abord, les Chinois l'ont fait. Et donc, les Chinois l'ont fait cliniquement. Et le professeur Zhang, qui était un des pontes quand même du SARS-CoV-1, donc du coronavirus il y a 15 ans en Chine, disait mais on a des données comme quoi l'hydroxychloroquine marche in vitro et on l'a testé, on a des bons résultats in vivo chez les malades. Donc on a dit nous, eh bien écoutez, on va regarder ce que ça donne in vitro déjà. Et il se trouve qu'ici on a la capacité d'avoir très vite les virus en culture. On a vérifié et l'hydroxychloroquine marche effectivement in vitro contre le virus. Donc, on a commencé à traiter nos patients comme ça, très tôt dans la maladie, par l'hydroxychloroquine. Et puis, on s'est aperçu, on a fait un peu comme dans la grippe, on s'est aperçu que, plutôt on s'est dit, mais quand même, les gens qui meurent d'infections virales et notamment de la grippe, ils meurent souvent d'infections bactériennes. Et donc, on leur a donné certains de l'augmentin, certains de l'azithromycine, et on s'est aperçu très vite, notamment sur l'effet du virus, que quand on associait hydroxychloroquine plus azithromycine, le portage du virus était très raccourci. On l'a fait et on a confirmé in vitro en laboratoire que quand on avait azithromycine plus hydroxychloroquine, ça marchait encore mieux in vitro. Donc on avait des données in vitro. On avait sur des premiers patients hospitalisés, quand on contrôlait leur charge virale, on voyait qu'ils diminuaient beaucoup plus rapidement leur charge virale. Et bien entendu, c'était un peu tôt pour avoir le recul sur est-ce que finalement on va mieux les guérir, est-ce que ça va durer moins longtemps. Mais c'est comme ça que ça a commencé, en disant, écoutez, nous, l'hydroxychloroquine, on l'utilise
en maladies infectieuses dans nos domaines d'expertise, la fièvre Q, la maladie de Whipple. Les médecins internistes utilisent ça et les généralistes utilisent ça depuis 40 ans dans des tas de maladies inflammatoires. Donc ça va, on sait manier ce médicament. Et l'azithromycine, c'est l'antibiotique le plus utilisé pour traiter les infections respiratoires dans le monde. Donc ça va, on a 2 médicaments sous la main qui marchent in vitro. On voit que ça diminue le portage viral et donc la contagiosité des malades dans le temps. On va utiliser ça. Et on a attaqué, et donc on a commencé ce traitement avec beaucoup de critiques. Et les critiques étaient venues, et je reviendrai après sur notre grande série pour le résultat de ce traitement. Mais on a eu beaucoup de critiques qui nous disaient, mais attendez, la méthodologie, il faut un essai clinique, un bras contrôle, du placebo, des médicaments, le remdesivir. Justement, il y a des questions sur ça. Voilà. Pourquoi Donc, Marseille n'a jamais voulu faire des études, des essais contrôle? Mais je pense que, et nous pensons ici, et beaucoup de gens pensent ça, hein, c'est qu'on ne peut pas appliquer à une maladie épidémique qui tue, et notamment dont on dit qu'elle tue beaucoup, alors peut-être qu'elle tuera un peu moins quand on aura du recul, mais on ne peut pas appliquer ça à une maladie chronique comme, je ne sais pas moi, l'hépatite ou l'infection à VIH, où on va juger de différents paramètres. Là, si le paramètre, c'est de dire on sauve pas, ou on s'aggrave pas, on est dans une période épidémique. Et si vous avez un médicament qui marche in vitro et que vous avez sous la main, à la fin, il ne faut pas attendre. Donc nous, c'est ce qu'on a pensé dès le début, c'est ce qu'ont fait de très nombreux collègues à travers le monde et notamment en Afrique, en disant, écoutez, ça marche in vitro, ça diminue le portage viral. De toute façon, les médecins de famille soignaient leurs infections respiratoires hivernales chez leurs patients comme ça. Alors après, il y a l'histoire de l'association, on y reviendra parce que là aussi, il y a eu une polémique. Mais voilà comment on en est venu à proposer ce traitement qui a été repris. Pour répondre à la question, avec le recul sur les 4000 patients, vous le verrez, quand on compare chez nous, puisqu'à la fin maintenant, rétrospectivement, on peut comparer, on avait des patients contre-indiqués, on avait des patients qui n'avaient pas eu ce traitement ou la bithérapie, mais quand on compare les patients qui ont eu au moins 3 jours de azithromycine plus hydroxychloroquine, le plaquenil, eh bien, il y a moins de transferts en réanimation, il y a moins de morts, alors qu'on a peu de morts, donc c'était difficile d'avoir des effectifs statistiquement significatifs. Donc, si le match était à refaire, je le referai. Et vous savez, il y a aussi un élément qui est important. On est docteur, on a des patients en face de nous. Ne pas utiliser un médicament qui marche in vitro, qu'on connaît depuis 40 ans ou 50 ans, la chloroquine, tout le monde en a pris, notamment en Afrique. Au bout d'un moment, il faut pas se soucier des patients. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et surtout, à la fin, moi, je respecte les patients, les médecins ou les médecins chercheurs qui font des protocoles avec des bras comparatifs. J'espère, je pense qu'ils le font, qu'ils ont bien l'honnêteté d'expliquer tout ça à leurs patients. Mais vous savez très bien que vous pouvez embobiner si vous racontez un peu ce que vous voulez à un patient. Participer à un essai clinique, c'est 3 pages de consentement écrits en tout petit. Vous pouvez faire croire ce que vous voulez à un patient affaibli. Donc moi, je dis pas que c'est ce que font mes collègues qui font des essais cliniques, bien entendu, mais je ne veux pas faire ça. Et puis vous savez, à la fin, j'avais dit ça à Didier, je lui avais rappelé ça, ce qui était sorti dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la TOM stratégie, la stratégie de TOM. Il y a quelques années, il y avait je crois que c'était peut-être un cardiologue d'ailleurs, qui avait dit, attendez, si un journaliste lui pose la question, si face à une maladie, vous n'avez pas une étude randomisée, evidence-based pour donner un traitement, qu'est-ce que vous faites? Et il avait dit, écoutez, mon fils s'appelle Tom, eh bien, je fais comme pour Tom, je fais comme si c'était mon fils et je lui donne ce médicament. Donc nous, si vous voulez, avec des preuves in vitro, avec des premiers résultats chez les patients, eh bien, on a traité nos patients comme si c'était mes parents ou mes enfants. Alors, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a lieu, après maintenant votre recul et votre série qui est assez importante, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur de cette molécule? Alors, là aussi, c'est une folie. Alors, en plus, il y a quelque chose d'intéressant, on y reviendra. Est-ce que vous avez eu plus de QT allongé, plus de torsade de pompe, plus de mort subite? Alors, déjà, les 2 éléments de réponse. Bien sûr, quand on a commencé, on s'est dit, et on nous a dit, le premier papier a été très critiqué
pas que sur la méthode, on dit oulala, attention, le plaquenil, l'allongement du QT, les morts subites, les torsades de pointe. Bon, Didier Raoult a traité par plaquenil 4000 fièvre Q, ça n'a jamais été un enjeu. Alors on a fait la littérature, bien entendu, et on a pris le chapitre up to date, l'encyclopédie américaine sur les torsades de pointe. Le plaquenil et l'hydroxychloroquine n'est même pas mentionné, et encore moins à l'association. Mais c'est vrai que ce sont deux médicaments qui ont un potentiel d'allonger le QT, notamment quand on les associe. Et toutes nos prescriptions ont bien entendu été encadrées. 1. Est-ce qu'il y a des contre-indications? 2. Est-ce qu'il y a une hypokaliémie ou des troubles cardiaques ou un QT long congénital qui font qu'on exclut les patients de l'association et on fait autre chose. Mais dans la première phase, et notamment dans nos 500 premiers patients, on a travaillé avec l'équipe du professeur Deharo, rythmologue à Marseille, en lui disant, et qui a fait, on a mis tous nos patients, on leur a fait un électrocardiogramme à J0, on leur a fait un électrocardiogramme à J2, et on avait des limites d'utilisation, notamment un allongement supérieur à 500 millisecondes. Attention, ok, on arrête le traitement. Sur les 500 premiers patients, en ayant éliminé les patients contre-indiqués à l'association, et il y en avait très peu, on n'a eu aucun problème. Et sur la série des presque 4000 patients de mémoire, on a eu quelques allongements du QT, mais qui restaient dans une zone totalement acceptable. Et je crois que nous avons eu qu'un seul patient chez qui, sur 4000 à peu près, hein, vous aurez les chiffres et donc ne prenez pas ces chiffres-là à la virgule près, mais on a eu très peu de patients chez qui on a dû arrêter et 0 mort subite. Enfin, c'est un truc qui a pris une ampleur, là aussi, un emballement médiatique, y compris venant de docteurs, et qu'on a du mal à comprendre, qu'on a vraiment du mal à comprendre. Et là, après, c'est encore une autre question sur, vous savez, c'est une question peut-être que vous vous êtes posée vous aussi, mais quid de l'influence de l'industrie, de l'économie là-dedans, j'en sais rien. Moi, à la fin, c'est pas mon problème. J'ai un médicament qui marche, in vitro sur les premiers tests, je traite, il est très bien toléré, on y va. Et si quelqu'un me montre qu'il y a un autre médicament plus efficace, j'hésiterai pas à changer d'avis. Hein. Jafar, est-ce que tu es aussi rassurant dans ta série, un petit peu ce qui se passe au Maroc? Est-ce que les patients que tu as traités, que les Marocains traitent par l'hydroxychloroquine, est-ce que tu n'as pas vu plus de QT allongé, plus de complications? D'abord, toi, tu es très bien placé parce que je te remercie encore une fois parce que tu nous aides beaucoup. Mais avec Majid Az-Zahraoui, on a traité, comme je te dis, dans la zone de Casablanca, on a bien sûr la série dans notre clinique, mais on suit également avec d'autres collègues à Moulay Youssef et dans d'autres hôpitaux dans la région, donc près de 3000 patients. On n'a pas eu de problème. On a eu au début, et ça, je partage ça avec Philippe et avec vous tous, au début, quelques soucis avec la chloroquine. C'est avec quelques effets indésirables de la chloroquine, mais ensuite, on a switché vers l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, on n'a eu aucun problème. Les effets secondaires, Philippe, classiques, quelques nausées, quelques perturbations digestives basiques, on n'a eu aucun problème. Les seuls problèmes qu'on a eu, on en a eu 2 cas chez 2 adolescentes, Philippe, qui nous ont fait des convulsions, des troubles convulsifs, mais qui étaient toutes les 2 sous Nivaquine. Mais les autres patients on avait une quinzaine de patients sous Nivaquine et azithromycine. Et donc, il y en a 2 qui ont fait des effets secondaires sérieux. Mais ensuite, on a arrêté la chloroquine, on l'a mis sous hydroxychloroquine. Ça s'est très bien passé. Mais pour les autres, aucun souci cardiaque à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup. D'autant que je ne sais pas. Alors, nous, c'est vraiment une interrogation qu'on a. Hein. On ne sait pas d'où est partie cette folie anti-chloroquine ou allongement du QT ou mort subite. Un élément, c'est qu'on le sait, la chloroquine, lorsqu'elle était en vente libre dans les pharmacies, quand elle était encore utile pour traiter ou prévenir le paludisme, était un médicament du suicide, bien sûr, à des doses très élevées, mais comme le paracétamol, prise à des doses normales et dans le respect des interactions. Je viens de voir les chiffres du professeur Deharo, le cardiologue avec qui on a travaillé. Sur les 513 premiers patients, il y en a quelques-uns pour le QT, c'est un peu allongé, mais on restait dans des phases totalement normales. Et il n'y en a aucun pour lequel on a dû arrêter le traitement pour des causes cardiaques ou d'allongement. Donc, cette folie, je ne sais pas d'où elle est partie, ni ce qu'il y avait derrière. Mais en tout cas, pour nous, ça n'a pas été un enjeu du tout. Beaucoup de questions sur l'étude Discovery, que tu connais très très bien. C'est un essai qui voulait être un essai
de grande nature scientifique, un essai contrôlé en double aveugle, etc., comme les grands essais, mais malheureusement, les résultats traînent. Donc, on devait avoir les résultats il y a longtemps, donc ils ne sont pas tombés. Qu'est-ce que tu penses de cet essai? Est-ce qu'il verra le jour un jour? Ou est-ce que ça va rester un petit peu un essai pour lequel on n'aura jamais de résultats? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas adhéré à ce… Ouais. Bon, c'est un essai parmi d'autres à l'échelle mondiale, hein, qui a fait des bras comparatifs. Certains d'ailleurs incluaient des bras placebo, d'autres des médicaments dont on sait qu'ils ne marchent pas. Donc, sans parler du Discovery en particulier, auquel je n'ai pas participé, parce que nous avons fait le choix de ne pas participer à des essais cliniques où il y avait au moins 2 médicaments dont on sait qu'ils ne marchent pas et où il n'était pas inclus au moins le traitement qui était celui qu'on pense efficace in vitro et in vivo. Donc, sur ce principe-là, j'ai pas du tout été questionné, mais quels que soient les essais comparatifs, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, moi, j'aurais conseillé et demandé à ce qu'il y ait au moins le bras azithromycine, hydroxychloroquine aux bonnes doses pour qu'il y ait une comparaison. Ça commence à se faire, la NIH aux États-Unis vient d'en valider un. Pourquoi azithromycine n'était pas dans le Discovery? Il y a l'hydroxychloroquine, mais à des doses plus faibles. Il n'y a pas d'azithromycine. Les raisons, je ne sais pas. Je ne peux pas critiquer cet essai ni savoir si il aboutira. Ce que je sais, c'est qu'en période épidémique, nous avons fait le choix, en ayant un traitement in vitro efficace sur le virus, mais aussi l'hydroxychloroquine, n'oublions pas nos amis internistes, est un immunomodulateur qui peut agir également sans doute sur la deuxième phase, la phase immunologique de la maladie. Donc nous étions convaincus, et en tant que docteur, de faire plutôt de traiter les malades. Bien sûr, ensuite, on analyse nos données et on comparera avec ce qui est comparable. Mais on était plus dans ce versant-là de faire du soin, d'analyser ensuite, et ça produit de la recherche et des données, plutôt que de faire un essai avec des bras comparatifs, notamment lorsqu'il y a un placebo. Et j'en reviens à la question et à la TOM stratégie. Quelqu'un de votre famille est malade, est-ce que vous acceptez qu'il y ait un bras placebo, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de traitement, qu'il n'ait pas le traitement qui paraît efficace? Et ça nous a valu des critiques de méthodologistes ou de critiques de collègues infectiologues qui n'étaient pas d'accord avec notre approche. Et donc, nous avons convaincus de ce que des résultats initiaux et des data in vitro plus in vivo, choisi de traiter avec ce qu'on avait. Après, que donneront ces études comparatives? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les antiviraux, on y arrive. Beaucoup d'études avec des résultats qui sont un petit peu mitigés. Le chef de file sur le remdesivir. Le remdesivir, bon, il y a une étude qui est sortie en premier qui était positive, et puis par la suite, juste après, une étude qui a démenti, une étude qui était négative. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que c'est des médicaments qu'on peut utiliser? Est-ce que vous les utilisez à Marseille pour les cas graves éventuellement? Et est-ce qu'ils ont de l'avenir? Ou est-ce que c'est juste des combats, on va dire, commerciaux entre les différentes firmes pharmaceutiques? Alors, le remdesivir, non, moi je ne l'ai pas utilisé. Je suis bien entendu la littérature. Il faut faire attention dans les publications. Nous, les nôtres sont critiquées et donc on ne s'empêche pas de critiquer celles qui sont publiées. Il faut, même quand elles sont publiées dans des journaux prestigieux, il faut faire attention lorsqu'il y a des publications au conflit d'intérêts qu'ont les auteurs des publications avec l'industrie qui promeut le médicament. Il faut faire attention lorsque l'article est une commande ou est sponsorisé par le laboratoire en question pour faire une analyse méthodologique. Beaucoup d'études qui ont été publiées étaient inhomogènes sur le type de patient. C'est-à-dire que quand vous avez des patients très graves, d'avoir un antiviral, je ne crois pas que ça serve à quelque chose. On a dit on est en phase immunologique, donc on verra, il y aura un tri à faire dans toutes ces publications. Un antiviral dans cette maladie, de toute façon, il faut qu'il soit au stade initial. On a vu à la fin, on est plutôt dans une histoire thromboembolique ou immunologique, et c'est sans doute un peu tard. Le remdesivir avait été montré comme efficace in vitro. De ce que j'ai vu de la littérature, c'est un médicament qui est assez toxique.
par rapport à l'azithromycin. C'est pour ça que nous avons fait très clairement ce choix. On verra ce que ça donnera. Nous avons fait le choix de ne pas l'utiliser. Nous n'étions pas dans les essais cliniques, d'autant que je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser en dehors d'essais cliniques, ou peut-être à type compassionnel, mais ça n'est pas ce choix. Je suis très, bien sûr, prudent vis-à-vis des publications qui concernent le remdesivir liées au conflit d'intérêts, liées à la pression qu'a mis le laboratoire Gilead sur les différentes études. Et croyez-moi, moi je découvre un monde, je suis très naïf là-dedans, c'est même pas le prix d'un médicament ou le prix de vente d'un médicament, mais c'est assez intéressant. J'ai vu des données et Didier Raoult le présente régulièrement dans ses vidéos sur YouTube, et notamment quand il montre la fluctuation des actions d'un médicament en fonction des publications internationales. Mais là, on est dans des milliards et des milliards. Donc, pour revenir à la question, moi, je préférais utiliser un médicament pas toxique, connu et pas cher, dont j'avais des premières preuves, plutôt que d'aller dans un médicament pour le remdesivir qui avait démontré apparemment une efficacité in vitro, mais qui n'était pas disponible, qui était assez toxique et dont on verra si oui ou non il est efficace ou si c'est et s'il sera un jour disponible. On verra, l'histoire tranchera peut-être. Saïd, peut-être oui, compléter, Philippe, il doit être au courant. Les 2 dernières études qui ont été publiées dans le British Medical Journal, une équipe française et une équipe chinoise, encore là aussi, et je rejoins ce que dit Philippe, on peut manipuler beaucoup, je veux dire, pas spécialement de mauvaise foi, mais par exemple, dans les 2 études où on n'est pas dans la série qu'ont à Marseille de 4000 personnes, mais une de 150 personnes et une de 173, et surtout, ne pas utiliser non seulement la bonne dose, mais en plus de ça, ne pas associer à l'azithromycine et venir dire le protocole ne marche pas. Si vous voulez comparer par rapport au protocole qui est fait à Marseille, il faut non seulement utiliser les médicaments entièrement, c'est-à-dire hydroxychloroquine et azithromycine, aux bonnes doses et surtout, comme le rappelle Philippe, à la bonne phase de la maladie et non pas me ramener donc des cas graves ou me ramener donc des sujets qui, eux, ont d'autres morbidités ou ont un certain âge, etc. Donc là aussi, autant on a envie de critiquer, de dire ah, ce n'est pas un essai clinique randomisé en double aveugle, autant d'un autre côté, quand on veut faire des essais randomisés en double aveugle, on choisit une population particulière, un protocole particulier, un suivi particulier et une période particulière. Donc là aussi, je pense, toute raison gardée, il faut rester prudent et l'avenir, comme le dit Philippe, nous montrera si oui ou non l'équipe de Marseille, nous au Maroc ou dans d'autres pays, si on a eu raison ou tort. En tout cas, la réalité aujourd'hui nous montre qu'on a eu raison d'utiliser ce protocole, même s'il n'est pas seul à expliquer nos résultats, il aura contribué de façon importante avec d'autres facteurs. Je crois que c'est ça exactement, c'est-à-dire que utiliser ces médicaments, ça veut dire qu'on a soigné les gens et vu qu'on les a soignés, eh bien on leur a donné de l'oxygène, de l'héparine et des tas de choses qui font qu'à la fin ils sont morts. On a travaillé avec les cardiologues, on a travaillé avec les réanimateurs, donc c'est multifactoriel. On verra bien. Et sur ces études du British Medical Journal, c'est très intéressant parce qu'il y a quelques patients qui avaient été traités par azithro plus plaquenil, pas de mort, c'est intéressant à regarder et ça n'a pas été analysé, donc c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on assiste à quelque chose qui est magnifique dans la communication scientifique. C'est déjà là ce qu'on est en train de faire. Se parler comme ça, discuter, diffuser l'information. Quand c'est contradictoire, c'est intéressant. Quand on avance ensemble, c'est intéressant. Mais il y a un monde qui est en train de se changer, c'est le monde de l'édition scientifique, les publications, qui là aussi génèrent un argent fou qui sont un vrai business. Où nous sommes, nous, devenus prisonniers de ce business, parce qu'à la fin, pour progresser dans nos carrières académiques, eh bien, on doit publier, mais là aussi, les choses sont en train de changer, et je pense que les journaux en ligne, les journaux gratuits, une certaine partie sont payants, mais tout ça va beaucoup bouger, et d'ailleurs, on voit le concept des préprints, c'est-à-dire de pouvoir donner ces publications avant même le peer reviewing, la revue par les reviewers des journaux, qui est plus ou moins biaisé, parfois, bien entendu. Et donc, c'est assez intéressant. On vit quand même quelque chose d'assez intéressant, y compris sur la façon de proposer, de donner ces résultats. Et l'avenir, il va nous prouver un petit peu la vérité de ce qu'il n'est pas. Alors,
Un seul mot, si tu peux répondre, s'il te plaît, aux gens qui posent la question sur les anticorps monoclonaux humanisés, les anti-interleukines 6, éventuellement le tocilizumab. Alors, En 2 mots. En 2 mots, je pense qu'il y a une place pour cette famille de traitements. Et je ne suis pas immunologiste ni interniste, donc c'est des médicaments que j'ai moins l'habitude de manier, mais nous avons pris l'avis de nos amis internistes, notamment à titre compassionnel chez des gens dépassés. Le stade virologique était dépassé. L'hydroxychloroquine a sa place, puisque c'est un immunomodulateur. Mais effectivement, dans ces cas graves de tempête immunologique, il y a vraisemblablement une place pour les immunomodulateurs, lesquels j'ai moins l'expérience, mais effectivement, ceux que tu as mentionnés ont été utilisés avec parfois, alors ce sont des case reports ou des cas isolés, mais avec en tout cas une certaine efficacité. Il faut du recul, mais conceptuellement, de dire qu'il faut des immunomodulateurs dans la 3e phase de la maladie, que ce soit l'hydroxychloroquine, les anticorps ou autres, ça me paraît raisonnable. En revanche, ce qui me paraît moins raisonnable, c'est l'utilisation d'immunoglobulines et de plasma. Au contraire, dans cette phase tertiaire de la maladie, où au contraire, il y a beaucoup de production d'anticorps, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait une place pour le plasma à ce moment-là. Mais par contre, les immunomodulateurs, oui. Alors, on arrive au vaccin et là, on a tout entendu sur les vaccins. Possible de les faire, impossible à faire, réalisable à moyen terme, réalisable à long terme. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous éclairer concernant le vaccin contre ce coronavirus précisément? Tu sais qu'il y a un Marocain qui a été désigné à la tête de l'administration américaine pour gérer un programme d'élaboration d'un vaccin éventuellement. Le professeur Slaoui, dont on est fier, bien entendu, on va attendre un petit peu les résultats. Il y a aussi les Chinois qui se sont mis au vaccin. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu jusqu'à présent concernant ces recherches? Et est-ce qu'on aura un éventuel vaccin à la rentrée prochaine éventuellement, vers octobre éventuellement? Alors, pour clarifier les choses, c'est vrai que moi, je ne fais ni de recherche en immunologie ni en vaccinologie et ce n'est pas mon domaine d'expertise. J'interviens dans la discussion vaccinale, notamment dans les questions de santé publique. C'est d'ailleurs un monde parce qu'on s'aperçoit qu'en Europe, 23 pays n'ont pas le même programme vaccinal. Donc, en santé publique, ça devient compliqué. Mais pour en revenir à cette question-là, est-ce qu'il y aura un vaccin en septembre? Je pense que tout le monde et les experts du vaccin et de la production de vaccins sont à peu près d'accord pour dire que si l'on considère les chaînes de production, la sécurité et les différents tests, ça ne sera certainement pas pour la saison prochaine. Peut-être si un jour un vaccin est fait, ça sera pendant au moins 1 an et demi. Je crois que c'est ce que tous les experts disent. Je n'ai pas d'idée différente de ça. Est-ce que c'est un vaccin qui est essentiel à la santé publique au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'il faut déjà voir est-ce que ce coronavirus va devenir saisonnier ou est-ce qu'il va disparaître. On verra bien. S'il devient saisonnier, est-ce que… Justement, pour répondre à cette question saisonnier, ou est-ce qu'il va disparaître, est-ce qu'il faut attendre l'année prochaine ou bien? De toute façon, vous savez, après quelques années. L'industrie et les chercheurs n'ont pas attendu. L'industrie, parce que c'est son métier, et donc les industriels font des paris aussi, pour dire ok, on se lance pas. Est-ce que c'est trop tôt pour se lancer? Est-ce qu'il faut attendre? Ils n'ont pas attendu, ils se sont lancés. Quel pari j'aurais pris? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, est-ce la priorité, étant donné ce qu'on sait de la mortalité, étant donné ce qu'on sait de cette maladie et des traitements possibles et de son évolution, comparé à d'autres, je n'en sais rien, étant donné ce qu'on sait par contre de ce que ça coûte en termes de production et des paris incertains sur la production d'un vaccin. Donc, je sais qu'il ne sera pas là avant la fin de l'année, ou alors il y aura un tour de magie. Est-ce qu'il aura une utilité en santé publique et à la fin, est-ce qu'il pourra être intégré correctement dans des programmes de vaccination et de santé publique? Je n'en sais rien. Quand on voit le retard que prennent, notamment dans mon pays, certains vaccins, notamment le vaccin contre la varicelle ou le vaccin contre le papillomavirus, où il a fallu des années pour essayer de vacciner, et c'est pas fini correctement, les personnes cibles. Parce que le vaccin, c'est pas je suis pour un vaccin ou je suis contre un vaccin, c'est je suis
pour un vaccin, dans quelle population, pour qui et quand. C'est toujours ça qu'il faut avoir à l'idée. Et donc là, qui vaccinera-t-on, pourquoi, pour protéger de quoi? Ce sont des questions qui sont très compliquées. Et donc, je suis pas sûr que ça soit une priorité. Voilà. Après, maintenant, on ne demande pas l'avis de Parola pour savoir si c'est une priorité. Les industriels se sont lancés dessus, les chercheurs se sont lancés. On verra bien ensuite s'il est produit, est-ce qu'il sera efficace et est-ce qu'il sera utilisé comment. Et là, on rentrera dans un autre. Il y a ces questions qui sont intéressantes, mais il y a aussi une autre question. Est-ce qu'il va être safe? Est-ce que si jamais on nous propose un vaccin d'ici 6 mois, d'ici 1 an, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur? Bon, après, moi, je suis assez rassuré pour les vaccins qu'on utilise et qui sont actuellement commercialisés dans leurs indications. Moi, je suis plus pour expliquer aux gens pourquoi on les vaccine et pourquoi il faut faire dans tel et tel endroit tel vaccin à telle population. Et les gens, normalement, quand on prend le temps, ils comprennent. Et donc, je suis plutôt, moi, très rassuré sur le fait que les vaccins, en tout cas ceux qui sont commercialisés en Europe notamment, les autres, je les connais moins, mais les chaînes de production sont tout à fait sérieuses quand elles sont faites à l'international, sont des produits dont on connaît les effets secondaires. Il ne faut pas dire aux gens il n'y a pas d'effet secondaire à un vaccin. Il suffit de faire un vaccin, on a un peu mal à l'épaule, hein. C'est un petit effet secondaire, ça. Il y a un peu de fièvre, voilà. Donc, tout vaccin a un petit effet secondaire, mais ceux qu'on connaît ont des chaînes de production, quand on a pris le temps de les faire et de regarder ce qui se passe, qui sont tout à fait raisonnables. Donc, si un jour un vaccin contre le coronavirus est commercialisé dans des délais raisonnables et normaux de production, je ne suis pas tellement inquiet de ça, de son innocuité. Je suis simplement perplexe, ou en tout cas, je me dis, tiens, comment après il s'intégrera dans une politique de vaccination quand on voit la difficulté qu'on a à vacciner les gens contre la grippe quand même. Alors, on arrive au dernier chapitre. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'on peut prédire la fin de cette pandémie? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a un médecin qui nous appelle, qui nous a posé une question de Yon et qui veut savoir est-ce qu'il y a une certaine visibilité et est-ce que la rentrée prochaine, on ne sera pas contraint de faire 2 circuits éventuellement séparés au niveau des admissions, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les cabinets? Pour notre situation à nous ici, je pense que si on peut tirer une leçon positive de cette épidémie à coronavirus, c'est que les infections respiratoires fébriles, hivernales, même estivales, quelles qu'elles soient, il faut essayer d'avoir des chaînes différenciées entre le malade contagieux, le port des masques et le lavage des mains. Donc ça, c'est une leçon qu'on peut généraliser dans le soin quotidien. Nous, l'IHU est comme ça, mais il y a beaucoup d'hôpitaux en France où malheureusement, il continue à y avoir plusieurs personnes dans la même chambre alors que quelqu'un a une toux fébrile qui est donc potentiellement contagieuse. Donc, si la leçon générale est de dire attention, les maladies respiratoires, c'est contagieux, il faut les isoler quand elles sont diagnostiquées, avoir des chambres seules et des filières un peu différenciées, c'est très bien. Donc, ce sera valable pour le coronavirus. Mais attention, il ne faut pas stigmatiser sur le coronavirus. Donc, on va peut-être s'apercevoir que quand on soigne les gens, finalement, on meurt assez peu ou en tout cas à un âge raisonnable et oublier les maladies contagieuses et infectieuses en général dont on meurt un peu plus vite et malheureusement un peu moins dans l'ordre des choses. Donc, la notion de contagion, c'est quelque chose, et tant mieux si les autorités de beaucoup de pays prennent ça en main. Et nous, parfois, on se dispute, j'imagine, comme vous, les infectiologues, parfois se disputent avec les cardiologues en leur disant, attendez, non, c'est 2 chambres différentes, pas dans la même chambre, enfin voilà, ou avec d'autres spécialités. Donc, il y a une leçon sur la contagion, et tant mieux si elle a atteint la population. Le tout, c'est qu'on ne bascule pas dans la psychose en disant, attendez, maintenant, Covid, il y a une espèce d'ostracisme sur le Covid, il y a des tas d'autres maladies. La grippe tuera peut-être beaucoup plus l'année prochaine. Elle avait fait 30 000 morts en 68 en France, hein, c'est celle qu'on avait appelée la grippe de Hong Kong. Donc, on verra. Pour revenir à la question précédente sur qu'est-ce qu'on va devenir, ben là, l'épidémie va s'arrêter et elle va s'arrêter un peu partout dans le monde. C'est le cas un peu partout. Quand est-ce qu'à ton avis, elle peut… Enfin, tes prévisions, je sais qu'on peut avoir une date précise. Elle va s'arrêter avant les vacances? Est-ce qu'elle va s'arrêter après la rentrée?
Ben, après, ça dépend des pays qui ont, par exemple, les États-Unis sont un petit peu en retard par rapport à nous, mais ça va suivre. C'est un grand pays qui est assez, avec des latitudes assez, des longitudes assez importantes. Donc, globalement, il y aura peut-être un peu de retard, mais ça fera comme on a vu partout, hein, ou alors il y aura une explication, mais je sais pas. Mais globalement, on est tous sur une pente descendante et ça va s'arrêter. Pour vous, pour nous, on va dire le Maroc et le sud de la France. Le sud de la France est fini, hein. C'est ce que disait Jafar tout à l'heure, c'est qu'on n'a que quelques cas. Il pourrait peut-être y avoir un petit cluster de ci, de là, lié à des rassemblements, et donc on en a parlé tout à l'heure. Mais globalement, pour l'été, pour faire simple, pour moi, je dis à Marseille, c'est fini. Donc on a déconfiné progressivement. Maintenant, il faut qu'on déconfine chez nous, en tout cas, complètement. Il faut rester prudent, il faut continuer à tester. La seule question, effectivement, c'est est-ce que celui-ci reviendra l'hiver prochain? Personne ne peut le dire. Absolument. On ne lit pas dans la boule de cristal, mais il y aura la grippe, il y en aura d'autres, hein, attention. Hein. Jafar, est-ce que tu peux prédire ou prévoir une date enfin de fin d'épidémie au Maroc? Non, écoute, moi, là, on sait que tu es un brillant épidémiologiste. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Écoute, ce que je peux dire, c'est que nous sommes sur la courbe donc descendante et que probablement on aura quelques cas sporadiques. Ça ne sera plus de phénomènes épidémiques ni pandémiques dans le contexte marocain. On aura encore des cas sporadiques au mois de juin, au mois de juillet, ce qui est classique. Mais je rejoins ce que dit Philippe. Ce sera une maladie infectieuse classique avec laquelle on devra vivre, comme les autres maladies. Est-ce que tu te rappelles, Saïd, le VIH dans Absolument. Les années 80 la même chose. Et aujourd'hui, le VIH est une maladie chronique, infectieuse, classique, banale, avec laquelle on vit et les collègues que traitent les collègues. Eh bien, si ce Covid-19 disparaît et il peut réapparaître, nous en maladie infectieuse, on connaît les maladies émergentes et réémergentes. On connaît ça classiquement. Ils peuvent revenir dans des cycles au bout de 5, 6, 7 ans, comme il peut revenir dans plusieurs mois dans une autre forme, soit il peut disparaître pendant plusieurs années. Dans tous les cas, maintenant que nous comprenons mieux le mécanisme, avec toute la modestie bien sûr nécessaire, que nous savons comment les prendre en charge, eh bien, il va falloir vivre avec et il va falloir continuer, vaquer à nos occupations médicales, parce qu'il y a d'autres maladies, il y a d'autres pathologies qui nous attendent, hein, vous les cardiologues ou d'autres spécialités, et surtout redonner du souffle au social et à l'économique, parce que sinon, eh bien, cette crise sanitaire qui a provoqué de graves problèmes sociaux et économiques, eh bien, la même cause créera les mêmes effets, et il ne faut pas qu'on continue dans une psychose qui est injustifiée. Le principe de précaution, les Français sont champions là-dedans, hein, dans le principe de précaution, mais il ne faut pas que le principe de précaution devienne un principe qui est extrêmement, j'allais dire, paralysant et ne permettant pas une vision claire et sereine de l'avenir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison épidémiologique, en tout cas, ni infectieuse d'ailleurs, qui justifie qu'on fasse plus que nécessaire. Dépistage, oui. Surveillance, oui. Précaution, oui. Isolement et traitement lorsqu'on a les moyens. Et si il y a un vaccin, s'il arrive, et là aussi, je rejoins Philippe, pas avant plusieurs mois, peut-être 12 à 18 mois, eh bien, si l'innocuité est démontrée, si l'efficacité et l'efficience également de terrain est démontrée, bien, why not, pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une dernière question pour toi, Philippe. Une dernière question, un peu d'ordre, on va dire, philosophique. Alors, l'humanité restera toujours menacée par des pandémies plus graves, peut-être plus graves les unes que les autres. Alors, on voit le déséquilibre écologique, on voit le réchauffement climatique, il y a beaucoup de facteurs qui sont en train de déséquilibrer un petit peu l'environnement sanitaire à travers le monde. La communauté scientifique est-elle préparée pour ces éventuelles pandémies et ces éventuelles catastrophes sanitaires? Le cas éventuellement du coronavirus a montré le contraire, c'est qu'on n'était pas préparé. Même les pays qui sont développés, même les pays qui sont très avancés, ils n'étaient pas préparés à cette pandémie. Non, je crois que bien sûr, c'est pas la dernière épidémie. L'idée, c'est les leçons qu'on peut tirer à l'échelle globale, à l'échelle d'un pays. Je pense que
ce qui est important, il y aura d'autres épidémies, hein, on verra si celle-là était réellement une catastrophe. Moi, si je repense à ce que me disaient mes parents, de leurs parents que j'ai pas connus, sauf ma grand-mère, ou de leurs arrière-grands-parents, ce que je sais, c'est que au jour d'aujourd'hui, qu'on me parle, je sais pas quelle est l'influence du réchauffement climatique sur la santé, mais ce que je sais, c'est que globalement, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter dans la plupart des pays. Et ce que je vois, c'est qu'elle est surtout en train de stagner dans les pays dits développés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on atteindra sans doute un plateau qui fait que, bon, il y a peut-être des gens qui vivront au-dessus de 100 ans, mais l'âge de 80, 85 ans, c'est déjà magnifique. Je suis pas sûr qu'on aille. Donc, il faut pas, après, il y a une génération de mes aînés qui ont un peu plus peur que leurs parents de ce qui va leur tomber sur la tête tous les jours. Moi, je crois que les choses vont plutôt mieux, que les pays dits en développement et qui, à mon avis, ont beaucoup développé, beaucoup d'aspects, ont une espérance de vie qui augmente beaucoup. Donc, je suis plutôt un optimiste sur l'avenir à court terme et à moyen terme de nos espérances de vie. On voit par contre que dans les États-Unis ou en Europe, on est dans un plateau parce qu'on a d'autres facteurs qui impactent notre espérance de vie liée à certains médicaments, à certaines addictions, à peut-être l'obésité, enfin des tas de choses qui font que voilà, les épidémies, il y en aura d'autres. Alors après, il y a la leçon de celle-ci. Bien sûr, si on peut éviter de mourir d'une épidémie grâce à un traitement, ben c'est quand même bien. Je pense que c'est important de prendre des décisions sereinement pour les autorités, qu'elles soient conseillées par des personnes qui sont qualifiées. On le sait tous, hein, il suffit pas d'être professeur pour la preuve, on n'est parfois pas d'accord les uns avec les autres, donc c'est très difficile de savoir qui écouter. Et mettons-nous à la place des non-médecins ou des médecins qui sont pas du champ. Pourquoi écouter Raoult, Parola, Jafar? Pourquoi pas un autre? Qui croire avec la télévision? C'est très difficile pour le public et donc il faudra à un moment donné en arriver à quelque chose de raisonné, de se baser sur les faits, pas sur les opinions des uns et des autres. Mais bon, les virus, les infections respiratoires font partie de notre histoire. Il y en aura d'autres. Voilà, mais je suis pas. Il y aura des leçons à tirer. Plus à mon avis pour les pays, on va dire du Nord et de l'Ouest, sur la gestion de cette crise, que pour les pays du Sud, qui pour beaucoup ont pris des décisions pragmatiques assez vite. Et donc on verra ensuite ce que sera l'histoire. Moi, je suis plutôt rassuré parce qu'on en revient. Moi, je suis chercheur, hein, mais je suis soignant avant tout, et je vois que quand on s'occupe des gens et qu'on les traite, eh bien, ils meurent moins, et c'est quand même ça qui est important. Comme ça qu'on est content quand on rentre à la maison le soir, à soigner les gens, quoi. Absolument, il faut revenir à la base de notre métier et de nos objectifs. Absolument, c'est de soigner les gens et d'essayer de faire de notre mieux. Encore une fois, un grand merci à toi, Philippe Parola, grand professeur émérite en infectiologie à Marseille. Vraiment, ça nous a fait plaisir, ça nous a fait honneur de vous avoir parmi nous. Et puis, je remercie aussi mon ami le professeur Heikel Jafar, qui nous a vraiment éclairé sur la situation au Maroc. Tu es notre fierté au Maroc dans le domaine de l'infectiologie et de l'épidémiologie. Encore une fois, un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ils étaient très, 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 très nombreux. On était à environ 1000 personnes, je pense, ou un peu plus, un petit peu de plusieurs parties du monde. Voilà, c'était un grand plaisir. On a appris énormément de choses, j'espère, à tous les niveaux, que ce soit les médecins, les non-médecins, les infirmiers, etc. Donc, tout le monde a eu sa part au niveau de cette conférence qui était extraordinaire. Elle sera enregistrée, elle sera mise, si vous êtes d'accord, messieurs les orateurs, si vous l'êtes, elle sera mise un petit peu donc à disposition du grand public. Voilà, un grand merci pour tout et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Philippe. Et encore une fois, bonne fête à tout le monde. Eid Mubarak Saïd, Inch'Allah. Merci à tous les trois et c'était un honneur également pour moi d'échanger avec vous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.